Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce jingle qui est très entraînant et merci à vous tous de vous être inscrits à ce débat qui s'annonce très intéressant et très cool. Enfin, en tout cas, j'ai des intervenants qui sont fort sympathiques avec qui nous avons préparé cet échange. Alors moi, je me présente, je suis Isabelle Moreau, je dirige la rédaction d'une agence de presse qui s'appelle AEF Info et c'est dans le cadre de mon entreprise qui s'appelle Groupe AEF que nous organisons les rencontres capitales. Donc nous sommes ravis de vous accueillir et à vous accueillir pour parler d'un thème qui est absolument formidable, qui est celui de l'amour, avec ce questionnement, l'amour, la relation parfaite. Alors pour en discuter ce matin, j'accueille donc quatre intervenants. Marie Bergström, qui est sociologue et chercheuse à l'Institut national d'études démographiques, l'INED, pour ceux qui connaissent. Gilles Boujaoudé, qui est médecin sexologue et chroniqueur scientifique TV et radio dans le MAC de la Santé. Benjamin Puy-Grenier, qui est à mes côtés, directeur de Tinder France. Et Stéphanie Briand, qui est journaliste, réalisatrice et autrice, qui est connue pour ses travaux sur le développement personnel et l'éducation. Un petit teasing quand même, parce que juste après cette table ronde, deux d'entre eux viendront à la librairie, qui est un petit peu plus bas, dédicacer leur ouvrage. Alors il s'agit de Marie Bergström, qui a écrit La sexualité qui vient, jeunesse et relations intimes après MeToo. Et ensuite Stéphanie Briand, qui, elle, viendra également dédicacer L'incroyable pouvoir de l'amour aux éditions Actes Sud. Alors, Gilbert, vous avez écrit un livre, effectivement, qui s'appelle Amour et sexualité, c'est pas si compliqué, aux éditions Solar, mais malheureusement, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Donc, j'en suis désolée. Et Benjamin Puy-Grenier, lui, a décidé d'écrire un petit peu plus tard son ouvrage. Donc, voilà, guettez-le, il sortira peut-être bientôt. Je plaisante. Marie Bergström, alors vous avez coordonné une étude scientifique qui s'appelle Envie sur les modes de vie des jeunes adultes et vous avez fait un focus intéressant sur la vie affective et sexuelle qui a été donc réalisée par l'INED où vous travaillez et celle-ci est parue entre novembre 2022 et juillet 2024. Alors, toutes ces réflexions ont été publiées dans un ouvrage collectif qui s'appelle La sexualité qui vient, donc jeunesse et relations intimes après MeToo, dont vous ferez la signature tout à l'heure. Et quels sont aujourd'hui les principaux enseignements de cette étude, donc pour lancer un petit peu le débat? Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, on a mené une grande enquête nationale à l'INED, donc c'est une enquête qui est basée sur un échantillon représentatif des jeunes de 18 à 29 ans. Et c'est une enquête qui porte sur les transformations de la sexualité. Le livre fournit les résultats principaux. Donc, qu'est-ce qui a changé dans la sexualité et comment est-ce qu'il faut comprendre ces changements? Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais insister sur deux évolutions majeures. Et un changement important qu'on constate, c'est qu'il y a une très forte diversification relationnelle chez les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il y a une diversité de manières d'être intime avec quelqu'un. Donc les jeunes sont toujours en couple, mais il y a aussi des histoires éphémères, donc des coups d'un soir, plan cul, aussi des relations sexuelles qui vont s'inscrire dans la durée, mais qui ne sont pas considérées comme des couples. Donc on a des termes comme sex friend, amitié avec un plus. Il y a le terme situationship qui s'est beaucoup diffusé. Et donc, on peut se dire, qu'est-ce qui est nouveau? Il y a parfois cette idée que les jeunes mettent des mots sur des choses qui ont toujours existé. Situationship, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, situationship, c'est un terme qui circule beaucoup. C'est une contraction entre situation et relationship, donc c'est en anglais. Et ce sont des relations qui sont très peu définies. Il y a une incertitude sur l'avenir, il y a une incertitude sur ce qu'on représente l'un pour l'autre. Et donc, c'est aussi évidemment des relations qui peuvent s'accompagner d'une certaine forme de tension. Alors, on peut se dire, ça, est-ce que c'est nouveau? Parce qu'il y a des incertitudes sur les relations, on a toujours eu. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment se dire que oui, il y a un changement. Un chiffre qui le montre, c'est l'augmentation très significative du nombre de partenaires sexuels qu'ont les jeunes avant 30 ans. En 20 ans, ça a doublé chez les femmes et ça a significativement augmenté chez les hommes aussi. Donc les jeunes ont beaucoup plus de partenaires aujourd'hui que par le passé. Donc ça, c'est le changement quantitatif. Mais il y a aussi un changement qualitatif parce que du coup, c'est pas un seul type de relation, il y a plein de types de relations. Donc ça, c'est vraiment, on a un paysage relationnel aujourd'hui qui est beaucoup plus divers et ça va de pair avec un autre changement qu'on souligne, qui est une diversification des identifications sexuelles. Là, c'est vraiment aussi une évolution majeure. Beaucoup plus de jeunes qui se disent gays, lesbiennes et surtout bisexuels et pansexuels. Donc, alors justement, comment vous l'expliquez ça? Il y a pas mal
Alors, choses. effectivement, et comment l'expliquer? Parce que, donc, pour vous donner un ordre d'idée, donc, il y a 20 ans, c'était à peu près 3% des jeunes, donc toujours 18-29 ans, qui se disaient autre chose qu'hétérosexuels. Aujourd'hui, donc en 2023, quand on a fait l'enquête, c'est 8% des hommes et c'est 19% des femmes. C'est presque une femme de cette tranche d'âge-là sur 5 qui ne se définit pas comme hétérosexuelle. Alors oui, comment l'expliquer? Évidemment, il y a une acceptation plus grande des sexualités homosexuelles et bisexuelles. Il y a des désirs du coup qui se fluidifient, mais il y a aussi MeToo qui est passé par là. Et en fait, le livre insiste beaucoup sur qu'est-ce qui a changé après MeToo. Ben, là, on a un exemple. Parce que MeToo, c'est quoi? C'est une dénonciation des violences sexuelles, bien sûr, mais ça a aussi été un moment de politisation de la sexualité, un renouveau de féminisme. Et force est de constater qu'aujourd'hui, une minorité de femmes, une minorité significative, se pose des questions sur l'hétérosexualité, critique peut-être l'hétérosexualité. En tout cas, il y a une forme de désaffiliation vis-à-vis de l'hétérosexualité. Donc, ce n'est pas forcément qu'elles ont arrêté d'avoir des relations avec des hommes, parce que les femmes bisexuelles et pansexuelles ont souvent des relations avec des hommes, mais l'hétérosexualité en tant que norme, en tant que système, en tant que cadre qui charrie des inégalités entre les sexes, c'est ça qu'on veut un peu mettre à distance. Donc là, on a quand même des évolutions en très peu de temps qui ont été très importants et donc forcément nous interrogeons. Et vous montrez également que l'âge du premier rapport sexuel n'a pas changé, enfin il n'est pas du tout diminué, voire même il a légèrement augmenté. Oui, tout à fait. Ça, c'est une évolution très nette. On l'a constaté en France, donc avec cette enquête, mais ça vaut pour d'autres pays. Il n'y a pas du tout de avancement de l'âge d'entrée dans la sexualité. L'âge reste assez stable et il y a plutôt une petite tendance à la hausse. Rappelez-nous, il a combien pour les hommes et combien pour les femmes? Alors c'est très proche en plus, donc on va être sur une moyenne de 17,7 ans, donc 17,8 pour les femmes, 17,6 pour les hommes. Léger report, en fait, il y a deux choses. Il y a eu la Covid. Et en fait, la Covid et le confinement, ça nous a bloqués dans plein de choses, y compris les relations intimes. Donc, il y a un effet conjoncturel Covid qu'on observe très nettement. Mais il n'y a pas que ça. Parce que les générations nées à partir du milieu des années 90 entrent dans la sexualité un tout petit peu plus tardivement que les générations juste au-dessus. On parle de quelques mois, hein, ce n'est pas du tout une forme de rejet ou voilà, abandon de la vie sexuelle, mais on entre dans la sexualité un peu plus tardivement. Merci beaucoup. Alors Gilbert Boujaoudi, vous êtes médecin sexologue, donc vous avez des personnes en consultation, vous rencontrez également beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, il y a des nouveaux codes de l'amour. Comment vous les percevez? Alors par rapport à ce que vient de dire Marie Bergström, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent et que vous observez? Et pareil, il y a aussi l'émergence, on en parlera aussi avec vous concernant Tinder, l'émergence des réseaux sociaux, enfin pas l'émergence parce que maintenant on y est en plein dedans. Comment vous voyez-vous les choses évoluer sur le plan de la sexualité des jeunes et de l'amour? Bonjour tout le monde. J'ai la chance d'avoir commencé les consultations de médecine sexuelle il y a plus de 26 ans maintenant. Et je trouve que les consultations que je fais là de nos jours n'ont plus rien à voir avec les consultations d'il y a une vingtaine d'années. Alors évidemment, le corps humain, lui, n'a pas trop changé. Ça, la médecine, on sait à peu près où sont les organes. Mais les relations ont effectivement beaucoup changé. Je vais vous donner deux exemples très parlants. Quand on fait des recherches en médecine sexuelle, certaines recherches sont faites, ou en sexologie, certaines recherches sont faites pour étudier ce qu'on appelle le couple stable. Et il y a longtemps, quand j'ai commencé la médecine sexuelle, il fallait bien définir ce que c'était un couple stable pour dire, bon, on l'inclut dans l'étude ou on ne l'inclut pas. Il y a plusieurs années, on considérait qu'un couple qui vivait ensemble depuis plus d'1 an, c'était un couple stable. Ensuite, on s'est dit, bon, ça ne colle plus trop avec ce qui se passe de nos jours. Donc on s'est dit, OK, maintenant ça va être un couple ensemble depuis plus d'1 an, qui vivent ensemble ou pas. Et plus récemment, on s'est dit, mais pourquoi 1 an? Est-ce que 3 mois c'est stable? Est-ce que 6 mois c'est stable? Et donc, ça a changé même la façon avec laquelle on fait les recherches et la façon avec laquelle on étudie même la sexologie et la médecine sexuelle. Donc oui, on observe ces changements. J'aimerais rebondir sur un point qui a été dit qu'il y a un changement, par exemple, dans la sexualité féminine, une sorte de libération, évolution, etc. Moi, je pense que ça a toujours existé, mais que ce n'était pas trop permis ni visible. Je vous donne pour ça les résultats d'une étude. Vous pourrez juger des résultats de vous-même.
C'est une étude où on essayait de savoir si, dans la sexualité féminine, le fait de regarder était quelque chose qui provoque du désir ou de l'excitation. Parce on disait depuis la nuit des temps, non, le fait de regarder, c'est un truc de mec, ça, c'est les hommes, ça, ils regardent. Et voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des boîtes de striptease pour les mecs, il n'y en a pas trop pour les femmes. Voilà, on partait du principe que ce qui stimulait l'excitation, le désir sexuel féminin, c'était pas tellement la vue. Et il y a une étude où on a observé ce qui se passe dans le cerveau avec des appareils d'IRM, et on mettait, vous savez, avec les appareils de réalité virtuelle, on passait des images de toutes sortes. Il y avait une rue, il y avait un chat, tout d'un coup il y avait quelqu'un qui est un peu dénudé, une situation érotique, puis de nouveau on voyait un bâtiment, puis voilà. Et on regardait si la zone dans le cerveau s'allumait ou pas. Et effectivement, dans cette étude, on s'est rendu compte que les images ne provoquaient pas trop de réactions de type excitation sexuelle. Les chercheurs ont refait l'étude, mais cette fois-ci, ils ont dit aux femmes qui participent, au fait, personne ne sait ce que vous regardez. Et là, les résultats étaient différents. Ce qui veut dire que ce qu'on a observé... Il y avait moins d'interdits, finalement? On se mettait moins d'interdits dans la tête? Alors, je vais le dire autrement, quand on leur fout la paix, elles fonctionnent finalement comme elles ont envie, avec les pressions. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de ce type. Et je regarde parfois, par exemple, dans la culture viking, Marie connaît peut-être un peu mieux que moi, mais dans la culture viking, par exemple, les femmes avaient plus de liberté sur le plan sexuel et c'était socialement quelque chose qui était plus admis. Donc, je pense qu'il y a une évolution, mais qui est, moi je l'interprète comme plus un retour à la source de ce que c'est l'être humain, avec moins de repères qui sont imposés. Pour vous dire, par exemple, ce que j'observe le plus dans l'évolution du couple, c'est que dans le passé, je voyais beaucoup trop de personnes qui partaient du principe qu'un couple doit fonctionner de telle façon, et ces personnes en couple essayaient de rentrer dans ce modèle-là. On leur a dit c'est comme ça qu'un couple fonctionne, et elles pensaient que c'est comme ça que ça fonctionne. Limite, elles se torturaient psychologiquement pour pouvoir épouser les formes qu'on leur a dit. C'est comme si on rentre dans un vase et il faut correspondre à la forme du vase. J'observe de nos jours quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que maintenant, on dessine les repères du couple en fonction de comment on fonctionne. Moi, je fonctionne comme ça, toi, tu fonctionnes comme ça. Comment on va trouver les repères de notre couple? Et non pas, il y a un repère fixe et il faut absolument qu'on rentre dedans. En tout cas, ça a changé grandement la façon avec laquelle même on aborde les consultations de sexologie, de médecine sexuelle. Et je trouve que c'est une richesse parce que non seulement il y a beaucoup de types, comme tu le disais, de couples, mais en plus chez la même personne. Le type de couple que cette personne va avoir change d'une période de vie à une autre, selon les rencontres, selon les événements que cette personne va vivre. Et donc, c'est un peu comme si la notion du couple s'adapte de plus en plus à la personne et non pas la personne qui s'adapte de plus en plus au couple. Marie Bergström a parlé tout à l'heure du Covid et notamment du confinement qui a quand même aussi transformé les rapports des personnes avec la sexualité. Quand on a préparé cette conférence, vous m'avez dit qu'en consultation, vous voyez beaucoup d'hommes, notamment jeunes. Enfin, là, on n'est pas ici pour parler que des jeunes, mais également de tous âges, mais notamment des hommes qui venaient vous voir parce que finalement, ils étaient beaucoup sur Pornhub, qui a complètement explosé pendant le confinement. Que vous disiez, ils viennent me voir, mais ils ne savent plus faire l'amour autrement ou avoir des relations intimes autrement. Et vous disiez, on ne voit pas les femmes, et là ça rejoint un peu ce que vous disiez, elles doivent peut-être faire pareil, mais en tout cas, elles n'osent pas venir nous voir pour en parler. Est-ce que vous pouvez développer ? Oui, c'est vrai que pendant la période de confinement, on a parlé de l'explosion des addictions, par exemple à l'alcool, etc. Et il y a une addiction qui a explosé, c'est celle au porno. C'était plein de personnes célibataires qui étaient chez elles. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, les sites Pornhub et YouPorn ont dû même modifier leur site parce qu'ils ramaient tellement, il y avait des personnes connectées dessus pendant le confinement. Et on sait qu'ensuite, chez les personnes qui avaient une prédisposition, par exemple quelqu'un qui a une difficulté à gérer les émotions lors d'une rencontre, à jouer des jeux de séduction, quelqu'un qui manque de confiance, etc., c'est quelqu'un qui s'est habitué à avoir finalement du plaisir sexuel, entre guillemets, facile. Je clique, je regarde, j'ai de l'excitation, j'ai mon orgasme, je suis détendu, merci.
Et il n'y a pas besoin de gérer quelque chose de type relationnel. Et il y a d'autres personnes chez qui ça a complètement changé le fonctionnement, c'est-à-dire le lien avec l'autre n'existait plus dans leur repère, on va dire, neuropsychologique. Et donc, ensuite, quand on est sorti du confinement, ils ne savaient pas trop. Et c'est vrai qu'on a vu surtout les hommes. Mais je me suis rendu compte que quand je me suis mis à poser la question aux femmes, beaucoup de femmes disaient la même chose, en fait. Sauf qu'on se doute bien qu'une femme qui dit « je suis devenue addict au porno », elle se dit « mais je ne vais jamais dire ça ». Ou « je suis addict sexuel ». D'ailleurs, même dans les définitions médicales, psychiatriques, je ne sais pas si vous savez, une femme qui a besoin comme ça de répéter les rencontres sexuelles, qui a beaucoup de demandes sur le plan sexuel, on l'appelle comment ? Nymphomanie. Nymphomanie, parfois on va tomber même dans le mot hystérie, que je déteste ce mot-là. Petite remarque, je fais une parenthèse. Le mot hystérie, ça veut dire utérus, c'est un organe. Quand vous entendez des journalistes dire une foule hystérique, littéralement, ça veut dire une foule qui a attrapé un utérus. Donc ça n'a aucun sens. Bref. Je parlais de quoi ? Des femmes qu'on qualifiait d'hystériques ou de nymphomanes, et les hommes, c'est des chauds lapins ou des dragueurs ou des donjons. Ou des donjons. Il n'y a pas un mot quand même un peu plus valorisant que l'autre. Je ne sais pas comment disent les plus jeunes, mais... C'est ça. Et d'ailleurs, même de nos jours, c'est un coureur de jupons, etc. Et une jeune femme qui fait la même chose. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Vous devez connaître, je vois. Comment on appelle les petites jeunes maintenant qui draguent, qui ont envie, qui sont sexuées, etc. C'est les BDH. On est d'accord. Pour vous savez ce que ça veut dire ? Je vous laisse le dire ? Non. Si je ne me trompe pas, ça veut dire bandeuse d'hommes. Donc je vous laisse imaginer, comment voulez-vous qu'une femme qui dit tiens, j'ai peut-être un problème avec ma libido, j'ai peut-être un peu, je ne sais pas si j'ai trop envie ou pas, et j'utilise le porno. Si le terme bandeuse d'hommes existe, alors que pour le mec c'est coureur de jupons ou donjon, comment voulez-vous qu'elle ose aller dire et parler de ces sujets-là ? Donc c'est pour ça que je dis, je pense que nos chiffres ne sont pas très bons. Par exemple, dans les enquêtes qu'on voit, l'avantage, c'est que c'est anonyme. Mais même en anonyme, on sait que ce n'est pas si facile que ça parce qu'il y a toute cette vision-là qui met la pression. Donc il n'y a pas encore d'égalité, entre guillemets, dans ce domaine-là. Ça vient, mais ce n'est pas encore là. Benjamin Puy-Grenier, donc vous êtes le porte-parole de la plateforme Tinder, enfin surtout le directeur de Tinder France. Donc Tinder, je ne présente pas, mais quand même, c'est une application, l'appli phare de rencontre du groupe Match. Alors Match qui possède aussi Mythique et Disons Demain pour les un petit peu plus âgés. C'est 50 millions d'utilisateurs chaque mois dans le monde, dans 190 pays. Alors aujourd'hui, comment se passent les rencontres amoureuses ? Est-ce qu'on est obligé de passer par votre plateforme ou pas ? Et est-ce que vous observez aujourd'hui une sorte de fatigue au niveau du dating? Est-ce qu'il y a des connexions aujourd'hui qu'on voit un petit peu moins parce que les gens se disent finalement Tinder c'est une sorte de supermarché, je clique, j'ai quelqu'un. Est-ce qu'il y a des choses qu'on observe et qui bougent finalement par rapport à l'arrivée de Tinder sur le marché ? Alors bonjour, c'est plein de bonnes questions. Déjà juste pour vous donner du contexte, donc Tinder ça a été créé il y a 12 ans maintenant. Donc c'est l'entreprise qui a quand même inventé le swipe, donc ce modèle où vous balayez de droite à gauche, qui est quand même devenu aujourd'hui le symbole de la digitalisation du dating. C'est effectivement, oui, 50 millions d'utilisateurs par mois. On sait que nous, grâce à Tinder, il y a à peu près une relation qui débute sur notre plateforme toutes les 3 secondes à peu près. Et qu'on a évidemment un impact majeur aujourd'hui sur la manière dont les relations se forment. Il y a pas mal d'études aujourd'hui qui disent qu'à peu près c'est 60% des couples qui se forment via une application de rencontre. L'entreprise... Tous âges confondus, ça ? Oui, tout âge confondu. L'entreprise, elle a une sacrée histoire parce que dans ses premières années, elle est quand même passée de 1 swipe à 1 milliard de swipes en 2 ans. Donc ça a été l'entreprise qui a eu la plus grosse croissance sur les applications parce que c'était un modèle qui était uniquement mobile. Et puis il y a eu la pandémie, et donc c'est pour ça que j'aime bien cette conversation parce que ça relie beaucoup de choses. Nous, pendant la pandémie, on a battu notre propre record du monde. Donc il y a eu une journée, on a fait 3 milliards de swipes. Ce qui en dit beaucoup aujourd'hui sur ce que nous, on a appelé la loneliness épidémique. Donc c'est en fait le fait de se sentir extrêmement seul et du coup être dans cette quête absolue de chercher quelqu'un ou de trouver quelqu'un
qui pour moi sont deux verbes que absolument je déteste chercher et trouver, parce que je trouve qu'ils font pas forcément de sens. Mais donc du coup, l'entreprise aujourd'hui, elle est toujours en croissance. Vous voyez beaucoup de choses aujourd'hui, d'articles qui vont vous dire les applications sont en train de mourir, les jeunes quittent les applications de rencontres. Alors c'est pas forcément vrai. Je travaillais chez Facebook avant et chaque année j'avais droit à « Oh, Facebook va mourir, Facebook va mourir ». Facebook est toujours là depuis 21 ans. Donc ce qui prouve aujourd'hui que du coup... Après, il n'y a pas plus de morts sur Facebook que de vivants ? Il y en a sûrement, mais ça veut dire que quand même l'entreprise aujourd'hui, Meta reste quand même une entreprise où beaucoup de personnes ont dit qu'elle allait mourir et reste une entreprise les plus fructifiantes au monde. Et c'est un peu le même cas pour Tinder. Par contre, il y a ce sujet aujourd'hui de dating fatigue sur lequel nous, on a fait beaucoup d'études et qui résulte de 3 points principaux. Le premier, c'est qu'on vit dans une société de la gratification instantanée. Donc vous pouvez vous faire livrer Amazon, Deliveroo, Uber Eats en 1 seconde. Donc quand vous allez sur Tinder, le premier match doit être forcément le bon. Ce n'est pas vrai. Parce que forcément, quand vous rencontrez quelqu'un, non, le coup de foudre n'arrive pas tout de suite. Ce deuxième point-là est lié au coup de foudre, justement. C'est qu'on a tous été, peu importe les âges confondus, biberonnés à ce que nous, on appelle l'hégémonie des meet cute. Donc c'est cette comédie romantique, toi et moi au supermarché, oh mon Dieu, on prend cette poire, nos mains se connectent, l'électricité passe et nous sommes amants, amis pour la vie. Regardez là les comédies de Noël qui commencent à la télé, c'est assez redoutable. C'est une terreur monstrueuse. Vous regardez juste plus clairement Plus belle la vie et vous comprendrez que non, l'amour c'est compliqué. Et c'est aussi pas compliqué par moment. Donc ça, c'était le deuxième point. Et évidemment, l'impact de la pandémie qui a été monstrueux chez les jeunes, puisque les jeunes ne croient plus à la rencontre en vrai, donc la rencontre dans le dating, puisqu'ils étaient déjà énormément influencés par le fait d'utiliser leur téléphone 24 heures sur 24. Et donc cette digitalisation a transformé les comportements humains où en fait se rencontrer sur une app de rencontre ou sur Internet peut suffire. Et donc ça, c'est 3 points chez nous qui confirment qu'on voit bien qu'il y a une tendance à la dating fatigue. Par contre, il y a un autre sujet au-delà, qui est le sujet de la tech fatigue. Donc c'est au-delà du dating, c'est qu'on vit dans une société de surattention. Vous voyez à peu près 120 écrans, 120 publicités par jour, notifications, SMS, WhatsApp et tout le reste. On vit dans un monde où on est tellement dans une surattention que notre pire ennemi, c'est sûrement notre téléphone. Et donc si on comble tous ces paramètres-là, nous, la boîte, elle a dû très clairement faire évoluer son business. Et la manière de nous, ce qu'on a fait en sortie de pandémie, c'est on a mis des Gen Z autour de la table et on leur a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour se réévaluer sur la manière dont une bonne application de rencontre doit marcher aujourd'hui. Et le feedback des jeunes, ça a été que le dating, ça ne doit pas être une expérience solo. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé, nous, ce qu'on appelle la routine chez Tinder pour les bons vieux millénials. Tu viens, tu swipes, tu matches, parce que c'est une recette qui plaît, mais on a aussi créé une autre plateforme pour les jeunes. Et je vous donne 3 exemples qui vous montrent à quel point aujourd'hui l'amitié vient totalement réinventer l'expérience sur Tinder. Le premier, c'est on a fait une fonctionnalité qui s'appelle Matchmaker, où tu peux envoyer à tes potes ou à ta maman une sélection de 15 profils qu'elle va annoter. En France, bizarrement, les gens ont tous envoyé ça à leur mère. Carton sur l'application, mais... On ne va pas demander de lever la main pour savoir si vous avez reçu, mais... Mais c'est un bon exemple de comment nous, en fait, on a inventé le swipe, donc on a un enjeu de réinventer le dating. La deuxième fonctionnalité qu'on a faite, c'est partage ton date, où évidemment, pour énormément de femmes, aller dater un inconnu, c'est compliqué, surtout qu'il y a un sacré paquet de tarés dans les rues. Donc ce qu'on fait, c'est dans une conversation, quand on voit que 2 personnes sont en train de dire « Allez, on se voit tous les 2 à 20h au bar des poubelles plastiques », en fait, l'algo le repère et vous propose et fait une fiche automatiquement avec la photo de la personne, l'adresse où vous l'allez, la géologue en temps réel, et vous l'envoyez par WhatsApp à 5 de vos amis. Pareil, ça nous permet de sécuriser aussi les rencontres et de réduire la pression de rencontrer un inconnu. Et très récemment, on a fait aussi une fonctionnalité qui a fait rire beaucoup de gens, qui s'appelle Double Date. Donc beaucoup de gens ont dit que c'était Tinder réinventer le gangbang populaire. Non, c'est pas ça. C'est que Double Date, c'est une fonctionnalité pour dater à 4. Donc vous créez un profil avec votre besta et vous allez rencontrer des gens en duo. Sur toutes les études qu'on a menées, pourquoi ça fonctionne? C'est parce qu'en fait, le niveau de pression d'aller rencontrer un inconnu en one-to-one, quand vous y allez à 2, il diminue de à peu près 90% parce que votre ami est une caution de sécurité et parce que votre ami est une caution de réassurance pour être plus authentique dans un date. Donc,
Pour résumer sur cette question-là, je dirais oui, le dating, en tout cas sur Tinder, fonctionne bien, mais il y a un enjeu face à cette dating fatigue de se réinventer. Vous me disiez aussi que vous organisiez des sorties, par exemple, sur le thème de la mode ou peut-être un bar sans alcool, histoire que ce ne soit pas que le principe même de la rencontre qui soit proposé au départ. Ouais, et j'ai pas précisé aussi, en France, on est 2 employés, donc on est une toute petite équipe. On a aussi un enjeu de réexpliquer aux jeunes l'importance de se rencontrer en vrai. Et ça, c'est un enjeu qui est complexe, surtout que ça mise pas que sur nous, mais on est quand même les leaders sur le marché, donc on doit montrer un peu le chemin. Donc on fait pas énormément d'événements, mais on fait certains événements. On a fait un pop-up avec Lena Situation en novembre dernier sur le sujet de la santé mentale, où les personnes pouvaient s'écrire une lettre à eux-mêmes qu'ils recevaient dans 1 an, ce qui leur permettait de refléter sur leurs intérêts, leurs envies, leurs émotions. La semaine prochaine, on ouvre à Paris la bibliothèque la plus bruyante de Paris. C'est un pop-up expérientiel où en ce moment il y a un gros sujet BookTok chez les jeunes, la librairie, trouver ton crush, et on ouvre cette expérience-là pour permettre aux jeunes de se rencontrer dans la vraie vie. On a aussi fait une école du dating avec une thérapeute pendant 3 jours où elle venait justement expliquer plein d'enjeux autour de pourquoi il faut arrêter de chercher, mais pourquoi il faut d'abord apprendre à mieux se connaître soi-même avant de rencontrer les autres. Donc c'est véritablement toutes nos actions. On essaie de répondre comme un peu à ces enjeux il y a une solitude. Les apps de rencontre ne doivent pas être la totalité de la réponse, c'est pas vrai. Les rencontres dans la vraie vie, ça doit rester le centre des choses, et Tinder doit juste être un booster. Merci beaucoup. Alors Stéphanie Briand, vous avez donc écrit l'ouvrage L'incroyable pouvoir de l'amour, faites-vous pousser des ailes. Et vous écrivez que l'amour répond à des lois universelles, psychiques, physiques, chimiques, qui, une fois connues, permettent de libérer son plein pouvoir et rendre chacun plus compétent en matière de relation à soi, aux autres et à la nature. Expliquez-nous tout cela. C'est un beau programme. Bonjour à tous. Je me suis posé la question de savoir si vraiment on pouvait catégoriser l'amour comme on le faisait jusque-là, et que bien souvent, j'avais la sensation qu'on comprenait mal ce qu'était l'amour, et que le comprenant mal, eh bien, on trouvait que l'amour pouvait être dangereux. Mais à mon sens, c'est pas l'amour qui est dangereux, c'est notre capacité ou non à recevoir l'amour et à réagir à l'amour. Donc, bien souvent, on est incompétent dans la relation, et le problème n'est pas l'amour. Mais comme on associait amour et relation, notamment par la pensée grecque, donc on a philia qui va être l'amour filial, on a eros qui est l'amour érotique, on a l'amitié, storge, et en réalité, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aimer son enfant qu'on vient d'accueillir comme on aime son amoureux? Et pour moi, c'est beaucoup plus une notion de ce que provoque l'amour en nous. C'est pour ça que j'ai développé une théorie qui est liée aux états de la matière. À mon sens, il y a des états différents de l'amour. Il y a donc l'état gazeux, et l'état gazeux, il correspond justement à cette accélération des particules, quand on tombe amoureux, que tout va plus vite, qu'on a le cœur qui bat à la chamade, qu'on est focalisé sur l'être aimé, parce que le cerveau va mettre toute son attention aussi, va moins dormir, va dépenser davantage d'énergie pour être en permanence en lien avec l'être aimé, et ça arrive donc quand on tombe amoureux, mais quand on accueille un bébé, quand on s'éprend d'un leader politique, quand soudain on a aussi une nouvelle passion qui va prendre tout l'espace. Ensuite, c'est une notion de potentialité, donc on a parlé de la gratification immédiate. C'est vrai que c'est très intéressant de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et le système de récompense. Et dans cet amour gazeux, eh bien, on est en quête comme ça du potentiel. C'est ça qui nous excite en réalité. Ensuite, on a l'amour solide. L'amour solide, c'est davantage la relation qui est installée depuis longtemps. Donc pour moi, c'est les places qu'on va occuper dans la famille, un couple qui date depuis longtemps, on est dans une entreprise depuis 20 ans, et voilà, ça se solidifie. Et quand ça se solidifie, eh bien, on a à la fois la sécurité du lien, qui est liée à l'ocytocine notamment, mais on a aussi le ressentiment, parce qu'on est figé dans une espèce de posture. Et quand on vit dans l'amour solide, c'est l'endroit, le lieu où bien souvent on a encaissé un certain nombre de choses, et puis on a du mal à être excité d'être avec l'autre, d'envisager le futur, parce que voilà, tout est là, bien installé. Ensuite, il y a l'amour plasma. Donc, le plasma dans la matière, ce sont les très hautes températures. Et c'est le seul état
où les particules ne sont pas connectées entre elles, où il y a une liberté inouïe. Donc pour moi, c'est la notion du spirituel, du sens, de la connexion, de sentir un état de grâce, un état d'amour quand vous êtes au contact de la nature, vous voyez un magnifique paysage, par exemple, vous êtes envahi par quelque chose. Si vous êtes spirituel et que vous croyez, vous avez une religion ou que vous avez un sens que vous voyez dans la vie, c'est pareil, vous pouvez ressentir cet état d'amour-là qui vous amène à une notion d'éternité, d'inconditionnel. Et enfin, il y a un état souhaitable, à mon sens, d'amour, qui est l'état liquide et qui mêle un peu de gazeux, un peu de plasma et un peu de solide. Donc qui à la fois va être excitant, qui à la fois va être rassurant, parce que dans la solidité du lien, et qui à la fois va être un peu spirituel, dans le sens de inconditionnel. L'amour, pour qu'il soit qualitatif, en réalité, il doit être inconditionnel. En revanche, la relation, elle, n'est pas inconditionnelle. On a des limites, on a des besoins qui sont essentiels, mais ça, c'est la relation et c'est pas l'amour. Et quand on est capable de travailler sur sa relation d'abord à soi, déjà comprendre comment est-ce qu'on réagit, eh bien, on va pouvoir aussi entrer en connexion avec l'autre. Donc moi, j'ai énormément travaillé sur la relation, et notamment en allant chercher dans la psychologie et dans la neurochimie, dans est-ce qu'on va être prévisible dans nos façons d'aimer, est-ce qu'on va vivre en permanence toujours un peu la même histoire d'amour, et c'est bien souvent le cas. Et je me suis aperçue qu'on fonctionnait beaucoup en pilote automatique. Il y avait plein de choses dont on n'avait absolument pas conscience et qui pourtant déterminaient nos histoires d'amour et de relations. Donc moi, j'ai connu une séparation à 40 ans et j'ai bien travaillé pour ne pas revivre en permanence le même fonctionnement. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, Marie Bergstrom, je reviens vers vous. Est-ce qu'on a aujourd'hui tendance à idéaliser l'amour, et est-ce que la notion de couple, c'est parlant pour les jeunes, ou est-ce que c'est complètement has-been? Est-ce que les gens veulent, en gros, faire la même chose que leurs parents ou grands-parents, ou, oui, veulent être en couple, mais autrement? Alors, effectivement, le couple est différent, mais il n'est pas du tout has-been. Bien au contraire, l'enquête le montre très bien, la norme conjugale est très forte, et ça se manifeste de deux manières. Et la première, c'est que ça reste la forme relationnelle la plus courante. C'est-à-dire, chez les 18-29 ans, on a demandé quelles relations vous avez eues dans l'année passée, dans ces 12 derniers mois, et la plupart ont été en couple. C'est 2/3, 66%, qui disent « moi, j'ai été en couple dans les 12 derniers mois ». Et on peut comparer avec les histoires d'un soir, donc très brève, c'est 21% qui disent avoir connu une histoire d'un soir ou plusieurs dans les 12 derniers mois. Et puis les relations sexuelles suivies, comme les sex friends, etc., c'est 15% qui disent avoir connu cette forme relationnelle dans l'année. Donc en fait, les jeunes sont quand même beaucoup en couple. Et alors, attention, ce n'est pas forcément des couples cohabitants. Moi, je pense qu'on peut dire aussi qu'il y a une espèce d'expansion de la notion de couple, parce que les gens vont se dire en couple assez vite, c'est des formes relationnelles que des générations plus âgées diraient « mais ça, c'est pas un couple ». Et justement, par exemple, aujourd'hui, les jeunes de 14-15 ans disent qu'ils et elles sont en couple. Les générations avant disaient qu'ils sortaient ensemble. Mais en fait, cette expression-là, elle a complètement disparu. Donc, en fait, le couple est beaucoup plus vaste aujourd'hui. Donc, ça, c'est un premier élément. Et le deuxième, c'est que le couple, on va dire, plus traditionnel, le couple cohabitant, éventuellement pacsé ou marié, il n'est pas du tout rejeté, mais il est fortement reporté. Parce qu'on se met en couple cohabitant aujourd'hui plus tardivement. Ça veut dire qu'il n'y a pas moins de gens aujourd'hui, qui a 20 ans, qui font l'expérience de couple, mais les gens font cette expérience plus tardivement, et c'est pour ça qu'il y a cette expérimentation relationnelle en amont. Mais on parle beaucoup de couple comme un modèle démodé qui est en crise, et ce que je trouve fascinant, c'est que lorsque je discute avec mes collègues historiens de l'INED ou ailleurs, en fait, cette idée d'une crise de couple, elle date au moins du 19e. C'est-à-dire que chaque époque a l'impression que les éléments de notre ère met au défi le couple. Donc avant, c'était l'industrialisation, le droit de vote des femmes, la contraception, maintenant c'est les applications, et chaque époque a l'impression que c'est en train de partir, le couple est en train de mourir, avant c'était le mariage. Et en fait, pour moi, ce n'est pas un signe de la fragilité du couple, au contraire, ça montre à quel point on tient en fait au couple, parce que le fait de s'inquiéter de sa disparition, c'est vraiment une manifestation d'adhésion et de normes conjugales. Après, le couple, il est différent. C'est ce que j'allais dire, il ne prend pas forcément la forme de
un homme, une femme non plus. Et voilà, il y a différentes formes. Donc effectivement, il y a les relations de couples de même sexe. D'ailleurs, la norme conjugale, on le constate clairement, elle est croissante chez les personnes gays et lesbiennes, qui sont beaucoup plus en couple aujourd'hui que par le passé, aussi parce que l'acceptation est plus grande. Les couples sont aussi différents parce que la notion de l'exclusivité sexuelle ne va plus de soi. C'est aussi quelque chose qui est très clair dans notre enquête. Avant, si on était en couple, on était fidèle. Ça, c'est pas forcément une évidence aujourd'hui. Les gens en discutent avec son partenaire. Qu'est-ce qu'on représente l'un pour l'autre? Est-ce qu'on va être exclusif? Est-ce qu'on va aller voir ailleurs? De fait, les relations ouvertes sont statistiquement rares, mais il y a cette conversation sur l'exclusivité qui n'est plus une évidence. Et surtout, et ça c'est pas un scoop, on le sait, mais c'est que les couples sont devenus plus fragiles, plus instables. Mais ce qui est marquant et ce qu'on voit dans notre enquête, c'est qu'il y a vraiment une augmentation significative de jeunes qui ont connu la séparation cohabitante avant 30 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a simplement 10 ans, en fait, on s'est mis en couple, on a cohabité, mais on a aussi connu la séparation, donc voilà, qu'on peut vivre à 40 ans, mais que maintenant est de plus en plus courante aussi, y compris à 26, 27, 28 ans. Donc on se remet en couple aussi à des âges plus jeunes. Donc on a comme ça une alternance aujourd'hui. Nos vies sont devenues plus complexes. C'est pas que le couple est rejeté, mais il y a des périodes de la vie où on est en couple, et ensuite il y a des périodes célibataires, et comme ça on alterne. Et on peut voir des parallèles avec nos vies professionnelles aussi qui sont devenues plus complexes, plus discontinues. Et les parcours conjugaux sont voilà, clairement caractérisés par une même tendance. Mais pas du tout le couple reste une forme très idéalisée en fait. Et l'amour est au fondement de cette version idéalisée du couple. Et il faut juste voir que ça a changé. Donc c'est ça, je pense, l'enseignement. Merci beaucoup. Alors Gilbert Boujaoudi, j'imagine qu'on vous en parle aussi lors de vos consultations ou lorsque vous intervenez. Quel regard vous portez justement sur cette notion de couple dont vient de parler Marie? Il y a deux choses qui ne changeront jamais. Peu importe les époques, peu importe l'évolution. Un, l'amour existera toujours, puisque sans lui, nous, on n'existe pas. Deux, on fera toujours au début de notre vie d'adulte ce qu'on nous a transmis, ce qu'on nous a appris, ce qu'on a observé. Puis, en progressant dans notre vie d'adulte, on fera de plus en plus comme on a observé, comme on a compris, comme on a réfléchi. Et la vision du couple sera toujours impactée par ça. La différence, c'est que selon les générations, ça va être impacté plutôt par les applis de rencontre, ou plutôt par une libération, ou plutôt par l'indépendance financière, etc. Je fais effectivement la différence entre le changement de la relation amoureuse et le changement de la relation de couple. Je peux vous dire que quand on est amoureux, amoureuse de quelqu'un, quel que soit l'âge, quelle que soit l'orientation sexuelle, quel que soit le genre, quelle que soit la culture, on ressent la même chose à l'intérieur. Quand on kiffe quelqu'un, on le kiffe, peu importe notre âge, peu importe quand quelqu'un nous manque. Il nous manque, peu importe notre orientation, peu importe notre culture, peu importe notre niveau intellectuel. Ça, c'est des ressentis universels qui ne changeront jamais. C'est la façon de les vivre qui peut évoluer, qui peut changer. Et effectivement, on voit beaucoup de changements dans le couple. Je vous donne un petit exemple sur l'impact du changement. Je dirige une plateforme de téléconsultation où des personnes consultent pour des problèmes sexuels. Et on a un questionnaire avant la consultation pour avoir un minimum d'informations sur la personne, ce qui permet de gagner du temps lors de la consultation. Et parmi les questions, il y a « Êtes-vous en couple ?» Initialement, il y avait « En couple, célibataire, relation occasionnelle ». Maintenant, on a dû rajouter des questions parce que quand quelqu'un coche en couple, on ne sait pas de quoi il parle. On n'a aucune idée de ce que ça veut dire en couple. Et on s'est dit, mais on va demander un peu plus d'informations. Par exemple, il y a une personne que j'ai vue récemment, je vois en visio, je vois qu'il fait nuit chez lui, alors que moi, il ne faisait pas nuit. Je lui dis, mais vous êtes où? Il me dit, je suis en Chine. Et vous faites quoi en Chine? Ma femme vit ici et je viens la voir de temps en temps. Et ils sont ensemble depuis 2 ans, et pour lui, ils sont en couple, tout va bien. Il n'y a même pas question de est-ce qu'il y a un problème ou pas. C'est quelque chose qui, par exemple, j'aurais jamais imaginé que c'est de cette façon que ça se passe. Ça change même la façon avec laquelle on peut soigner une difficulté, par exemple, dans le couple.
On n'aide pas quelqu'un qui a telle ou telle difficulté dans le couple, le manque d'expression d'affect, l'impression qu'on s'éloigne, l'impression que la libido a diminué, des choses comme ça. On ne soigne pas de la même façon un couple qui vit ensemble, un couple qui se voit que le week-end, un couple séparé dont l'un des deux a des enfants mais pas l'autre, un couple séparé dont les deux ont des enfants et se voient en fonction de ça. La façon avec laquelle on va aborder le sujet de la difficulté doit absolument être adaptée à ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de créativité. J'ai vu par exemple des couples se séparer, vivre l'un à côté de l'autre et se remettre ensemble. Parce que le fait de se séparer, finalement, ça a fait revivre le couple. D'autres personnes qui étaient persuadées, c'est-à-dire ils étaient tristes, ils étaient d'accord pour se séparer, mais tristes non pas de se perdre, mais tristes de perdre ce projet auquel ils ont tellement tenu qu'ils se disent « mais c'est pas possible qu'on ait que tout ça pour ça ». Et en même temps, tous les deux étaient d'accord qu'il fallait se séparer. Et pour rejoindre la notion de couple, je trouve qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui se mettent en couple jeune par rapport à il y a 20-30 ans, mais il y a aussi beaucoup plus de séparations tardives, ce qu'on ne voyait pas dans le passé. Par exemple, les couples qui divorcent après 50 ans ou qui se séparent, c'est beaucoup plus qu'avant. Et là, c'est... Et vous me disiez d'ailleurs que ces couples-là se remettaient aussi ensemble, enfin, se remettaient en couple après aussi, souvent. Il y a beaucoup de couples qui se forment après la soixantaine, ce qui n'était pas si fréquent que ça. Les hommes plus rapidement que les femmes. Et au bout de 2 ans, oui, non? Les hommes ont une tendance, alors vous me dites si tout le monde est d'accord, je trouve que les hommes ont plutôt tendance, séparation à la cinquantaine, plutôt tendance à vivre quelques années de petite liberté, puis quand ils commencent à sentir que bon, bah, là j'avance, il faut peut-être que je me mette en couple. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes me disent, je vois que ça rigole, beaucoup de femmes de 60 ans me disent, je rencontre des hommes. Et à chaque fois que j'en rencontre un, j'ai l'impression qu'il veut plus se mettre avec moi pour que je lui fasse la bouffe. Et voilà. Et elle me dit, mais il y en a pas qui veulent juste tomber amoureux. Et je trouve, et ça c'est une notion incroyable, j'ai vu des personnes avoir des relations passionnelles, avec même sur plan sexuel, une passion qui se réveille, qu'ils ne s'attendaient absolument pas, à n'importe quel âge. On y viendra plus tard, effectivement, parce que ça aussi, c'est important. Alors, j'ai pensé à vous, Benjamin, parce que vous m'avez parlé un peu de votre famille, et donc, ce que dit Gilbert, je pense que ça vous parle. Alors, vous êtes assez cash sur cette question du couple, et vous dites, cette quête de l'amour des milléniaux, c'est un héritage du patriarcat. On n'est pas obligé d'être en chasse à chaque fois, et vous dites aussi que, pour vous, le slow dating est très important. Alors, le slow dating, c'est pour apprendre à se connaître. Et pour vous, on ne se connaît pas comme ça en 2 matchs voilà, ou de rendez-vous. Il faut autour de 6 mois, c'est ça? Je vais juste vous donner 2 contextes sur 2 choses. Et quelque chose qui rejoint beaucoup les travaux de Marie, c'est que 60% des membres de Tinder, ils ont entre 18 et 25 ans. Et nous, la communauté qui grandit le plus sur Tinder, c'est la communauté LGBTQIA+. L'année dernière, on a eu une augmentation de 103% du nombre de jeunes qui s'identifiaient comme non-binaires sur la plateforme. Et donc, c'est pas une simple stat, ça veut dire que nous, sur une plateforme comme Tinder, qui pendant des années a souvent été priorisée par un grand nombre d'hommes hétérosexuels avec un gros portefeuille, il y a un énorme shift générationnel. Et pourquoi Tinder est bien placé là-dessus? C'est parce qu'on a une offre gratuite qui est plébiscitée par les jeunes. Donc c'est en fait de ce contexte-là où nous on voit évidemment il y a eu MeToo, nous on voit un changement d'audience dans la plateforme, on voit une libération un peu plus de la sexualité, mais on voit aussi une libération un peu de pensée sur cette espèce de quête magnifique dans la vie qu'il faut absolument trouver ou chercher son âme sœur. Moi, c'est quelque chose qui me terrifie parce que je trouve que ça ne fait que renforcer la pression sociétale de venir à Noël avec quelqu'un, d'être toujours accompagné de quelqu'un à ses côtés. Il y a ce dicton de « mieux vaut être seul que mal accompagné », pour moi, ça a une extrêmement forte vérité. C'est-à-dire que c'est beaucoup de gens, et je pense que vous pouvez regarder dans votre propre entourage, combien sont heureux en couple. Au final, quand il y a le célibataire autour de la table, c'est généralement on dit « Ah mais oui, mais c'est toi la personne la plus chanceuse ». Oui, mais en fait, au final, c'est que la société et donc le patriarcat nous a donné un espèce de modèle qu'à 30 ans, il fallait avoir le labrador, la maison dans le Perche, être marié, que le couple était une réussite.
Pour moi, ça ne l'est pas. Une carrière, des projets personnels, un questionnement pour aller en thérapie, pour savoir comment on va, est-ce qu'on a soigné nos traumas du passé, ça doit être la priorité. Et c'est que je trouve que c'est pour ça que j'ai aimé rejoindre Tinder, c'est parce qu'en fait, on vous promet pas le couple, on vous promet pas l'amour éternel, on vous promet rien parce qu'on n'est personne pour décider ça. Ce qu'on vous dit, c'est que par contre, on va vous mettre en relation avec plein de gens qui viennent d'un milieu différent de vous, d'une couleur de peau différente que vous, et vous allez voir si quelque chose peut se créer. Je rebondis juste parce que vous m'avez dit que l'un des taux de connexion les plus importants, c'était juste après Noël, parce que le nombre de personnes à qui on a dit « mais t'es encore tout seul pour Noël, enfin c'est voilà, quand est-ce que tu nous ramènes quelqu'un ?» Et vous me disiez c'est dingue parce que du coup c'est rentré dans le cerveau et les gens, quand ils reviennent, je crois que c'est le premier week-end de janvier, c'est ça ouais. Voilà, les gens se mettent sur Tinder en disant il faut que je trouve quelqu'un. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté un peu terrifiant. Ouais, cette journée dans le dating qui ne concerne pas uniquement Tinder, qui s'appelle le Dating Sunday, donc premier week-end après Noël et le Nouvel An, où en fait on a des pics de connexion monstrueux parce que évidemment tout le monde à Noël s'est fait juger et s'est fait ramasser la gueule sur le fait de la maman qui dit « mais encore, t'as ramené personne cette année ?» Et ce qui ne fait que renforcer aujourd'hui cette pression d'être une personne seule, alors que une personne qui est seule et qui est bien dans cette basket, c'est une personne qu'il faut absolument applaudir. La réussite vient du bonheur personnel, elle ne doit pas venir du couple. Et c'est pour ça que je lutte aussi personnellement sur cette espèce de vision de il faut se couper en deux, faire une moitié, et donc du coup en faisant une moitié avec quelqu'un d'autre, on est complet. C'est une fausse vérité sur laquelle j'ai envie, parfois quand j'entends des gens qui... C'est ma moitié. Oh mon Dieu, mais... Non, on te coupe pas en deux. Enfin, qui peut fonctionner avec la moitié d'un cœur? C'est con. Mais juste, il y a je pense que c'est pour ça sur la jeune génération, on voit aussi un changement de comportement, de réflexion, de qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux, quels sont mes intérêts. Et c'est aussi comme ça qu'on a modifié Tinder. On a un chiffre aussi qui marche bien. On a introduit sur Tinder une fonctionnalité pour que les gens mettent sur leur profil qu'est-ce qu'ils veulent comme relation. Et donc, vous allez avoir relation de couple, je veux avoir du fun aussi. On a une grande majorité de gens qui veulent être en couple, mais on a aussi rajouté le type de relation. Et donc, en France, nous, on a une grande augmentation du type de relation qu'on appelle non monogame éthique. Donc, et ça en dit beaucoup aujourd'hui sur la manière dont les jeunes voient la relation. Donc, ce slow dating, pour moi, c'est une réponse sociétale. Et clairement, le slow dating, c'est juste de ne pas faire ce que beaucoup de gens ont fait, et je pense... de nos parents, on a rencontré la personne au bout de 3 semaines, on se met en couple. Au bout de 3 semaines, vous ne pouvez pas dire que vous connaissez quelqu'un. Et donc l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'en fait, au bout de 3 semaines, ils sont en couple, et puis ensuite, ils commencent à voir des côtés qu'ils n'apprécient pas chez la personne. Oui, forcément, parce qu'en fait, tu ne la connais pas, c'est d'une logique monstrueuse. Donc, nous, ce qu'on essaie de pousser un maximum, notamment auprès de la jeune génération, c'est de dire, apprenez d'abord à connaître bien la personne, apprenez aussi à vous connaître vous-même, et c'est en y allant doucement que vous pouvez créer véritablement chez vous un persona de est-ce que cette personne correspond à mes envies, à mes attentes et à mes besoins. Et ensuite, la question se pose, oui ou non, et vous y allez. Mais on manque aujourd'hui, et je pense que c'est encore ce truc du patriarcat, de si t'es seul, t'es nul. Et c'est pas vrai. Pourquoi vous me regardez? Non. Donc faites tous attention aux fêtes de Noël, quand vous serez avec d'autres personnes, soit parce qu'on vous l'aura dit, soit parce qu'il y a peut-être la tentation de le dire. Je plaisante, Benjamin. Stéphanie Briand, alors vous allez bientôt publier chez Actes Sud, et c'est en lien avec la question, avec ce que vient de développer Benjamin, un livre qui est intitulé « Tout ce qu'il faut savoir pour arrêter de foirer ses relations ». Alors, peut-être qu'il y en a certains qui se disent « chouette, je vais apprendre plein de choses ». Mais alors justement, est-ce que prendre le temps de construire sa relation, est-ce que c'est une des clés pour réussir son histoire d'amour? Et est-ce qu'on tombe amoureux par hasard? Il y a plein de choses qui ont été dites passionnantes. Et simplement pour revenir à janvier, c'est pas seulement sur le dating, c'est aussi le mois où il y a le plus de dépôts de divorce, de demandes de divorce. Donc les fêtes de Noël, elles sont à double tranchant. Il fait pas beau, enfin voilà. Janvier s'approche, faites attention. Alors, pourquoi j'ai eu envie d'écrire un livre sur la relation? Parce que justement, je pense qu'il faut décorréler l'amour de la relation. Quand on dit en 3 semaines, on ne connaît pas quelqu'un exactement, et en réalité, en fait, on ne peut pas choisir de bâtir un couple avec quelqu'un dont on est amoureux. Avant de vous marier, attendez que l'amour, que j'appelle donc gazeux,
se soit un peu estompé. Parce qu'on a un vrai partenariat dans la relation. Et ce que je trouve intéressant, c'est de créer les choses à l'envers, c'est-à-dire travailler d'abord sur la relation, et en fait, l'amour, ensuite, on peut le nourrir. On peut maintenir une flamme éternelle. Il y a des études scientifiques qui ont montré que non, l'amour ne dure pas 3 ans. L'amour, c'est une alchimie, c'est une multitude de petits éléments qui ne peuvent perdurer que selon la qualité de la relation. J'ai travaillé avec John Gottman, qui est un chercheur américain qui a créé le Love Lab aux États-Unis. Et son ambition, c'était de trouver l'algorithme de la relation épanouie. Donc il a étudié des milliers de couples pendant plusieurs années. Il en mettait des capteurs et il les observait pendant la dispute. Donc les battements de cœur étaient mesurés, tous les changements hormonaux, la respiration, la pression artérielle, et il voulait comprendre ce qui allait pouvoir être déterminant. Et il s'est aperçu que les 3 premières minutes de dispute pouvaient déterminer la qualité de la relation, non pas la longévité, parce que ça n'a absolument aucun sens. On peut être avec quelqu'un depuis des années, se sentir complètement seul et ne pas avoir de vraies interactions. Et ces 3 minutes, pourquoi est-ce qu'elles sont importantes ? Parce qu'en fait, savoir se disputer, savoir avoir un conflit avec quelqu'un, c'est la meilleure façon de jauger la qualité de la relation. Ça veut dire qu'on a un espace de sécurité, qu'on peut être soi et que surtout on est en lien. C'est important de se dire que le conflit, c'est pas quelque chose qu'on doit mettre de côté parce qu'on ne sait pas le gérer. Et justement, dans la maturité émotionnelle, on voit que la difficulté, souvent, c'est d'avoir affaire à un refus ou quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord. Et là, c'est là que ça décroche. Quand on s'entraîne à ça et à rester accroché à l'autre, dans le sens à être vraiment connecté, on voit qu'on peut créer des choses absolument exceptionnelles. Et la recette pour ces 3 premières minutes de conflit, c'est les émotions. Et il y a un ratio qu'il a établi de 5 émotions positives pour 1 émotion négative. Alors ça ne veut pas dire le système à l'américaine où on passe de la pommade et puis on dit des gentilles choses avant de balancer le scud. Pas du tout. En fait, les émotions positives, ça peut simplement d'avoir un contact de regard et de se sentir en sécurité de ce fait-là. De toucher la personne, de lui mettre une petite tape sur le bras ou d'avoir une vraie posture d'écoute où la personne sent qu'on est vraiment intéressé par ce qu'elle a à nous dire. Et ça, malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, ce sur quoi on doit s'interroger, ce sont sur les standards. On parlait du couple et on ne sait plus ce que ça veut dire le couple, on n'a pas de standard. Quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets d'amour, j'ai justement voulu dire « mais arrêtons de parler d'amour parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi on parle. On ressent tous des choses, mais il n'y a pas de détermination de ce que c'est de l'ordre du monde des affects. Donc ça fait aussi lien avec la façon dont vous vous représentez le monde. On n'est pas tous amoureux de la même façon. En revanche, les standards sont que, en effet, dans tous les corps, il se passe exactement la même chose. Et aujourd'hui, déterminer des standards, ça va être rassurant parce que oui, il y a une multitude de formes d'amour, de relations, mais on va arriver à quelque chose de problématique, de la même façon qu'on a vu des évolutions dans l'éducation et qu'on arrive aujourd'hui à des situations problématiques, parce qu'en fait, on ne sait plus comment encapsuler les choses. Et on a besoin de cadres pour pouvoir vivre sereinement. On a besoin d'un corps pour être à l'intérieur d'un corps et ne pas être des âmes diffuses. On a besoin, comme ça, d'avoir cet entourage. Et le standard, pour moi, aujourd'hui, en matière de la relation, c'est la notion de sain ou malsain. Et je vois ça d'un point de vue vraiment de la biologie et du corps. C'est-à-dire que le sain, c'est ce qui amène à l'épanouissement ou le neutre. Et le malsain, c'est ce qui réduit. Donc toujours se poser la question, et aujourd'hui on voit que finalement la notion du couple, pourquoi on parle beaucoup du couple ? Parce qu'on cherche à avoir quelque chose en fait de sain qui va nous apporter de la santé. On parlait tout à l'heure des hommes et des femmes et des hommes qui seraient engagés peut-être un peu moins. Il y a une étude qui a été menée à Harvard qui dit que les hommes ont besoin d'une femme et que les femmes ont besoin de leur copine. Et ben c'est vrai. Et pour la santé, c'est cette notion en fait de qualité de la relation. Je pense qu'il y a plein d'études qui disent aujourd'hui finalement la santé des femmes est améliorée quand elles sont célibataires plutôt que quand elles sont en couple. Je pense que c'est pas vrai. En revanche, c'est du fait des standards qu'on a aujourd'hui que peut-être ça peut être montré. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris comment on devait se comporter. On n'a pas appris ce qu'était de la violence ou pas. Par exemple, le silence après une altercation, c'est de la violence. Et tant qu'on n'établira pas clairement quels sont les standards qu'on doit apprendre, on doit s'éduquer en matière de relations. Aujourd'hui, on parle beaucoup de communication non violente, mais ça ne suffit pas en fait, parce que c'est juste les outils.
Mais si vous ne comprenez pas le fond et foncièrement ce qui va se créer dans le corps des êtres autour de vous en fonction de la façon dont vous les traitez, dans la façon où vous-même, vous avez une capacité à gérer vos propres émotions, eh bien, on n'arrivera pas à avoir des relations d'amour qui perdurent. Et je pense que le plus important aujourd'hui, c'est à la fois d'être conscient de ces tempéraments addictifs. Sur les apps, on voit aussi beaucoup de gens qui ont de l'addiction et on voit que les niveaux d'anxiété augmentent. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, vous n'allez jamais vous prendre 10 râteaux en une soirée. Alors que sur une app, eh ben si, et peut-être parfois même plus. Et ça, chimiquement, ça peut être justement aussi beaucoup dans la réduction. Alors, on a beaucoup parlé de couple et de pratiques, mais on n'a pas parlé de sexe. Alors aujourd'hui, est-ce que sexualité et amour, ça va ensemble ? On lit tous un peu la presse et on voit que, par exemple, moi je crois que c'était au Japon où il y a les jeunes préfèrent être ensemble, les jeunes en couple préfèrent se mettre à côté ensemble sur un canapé et regarder une série ensemble plutôt que faire l'amour. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez observé dans vos études et vous également dans vos consultations ? Puis je passerai la parole un petit peu à tout le monde. Avant de vous passer la parole, mesdames, jeunes futures journalistes, et ensuite à vous qui êtes avec nous. Vas-y, allez-y Marie. Oui, alors le lien entre sexualité et conjugalité, en fait, ça dépend comment on le regarde. On peut dire qu'il y a affaiblissement ou renforcement. Il y a renforcement dans le sens où la sexualité aujourd'hui est fondamentale pour le couple. Là, je ne parle pas de point de vue normatif, mais vraiment de ce que considèrent les gens. Il y a cette norme qui s'est diffusée que la sexualité est le ciment du couple. Ça veut dire qu'il y a aussi, ça peut être une pression aussi, d'avoir des pratiques sexuelles, parce que si on fait du sexe, le couple va bien, et si on arrête, il y a quelque chose qui ne va pas. Et de fait, on voit très clairement dans les enquêtes que notre espérance de vie sexuelle, on peut ainsi dire, a fortement augmenté. Donc ça veut dire qu'il y a des couples plus âgés qui maintiennent une pratique sexuelle, pas forcément pénétrative, mais quand même à des degrés beaucoup plus élevés que les générations des seniors par le passé. Donc la sexualité est considérée aujourd'hui très intimement liée à la relation amoureuse. À l'inverse, il n'y a pas forcément besoin d'amour pour une relation sexuelle. Et c'est tout le changement dont je parlais au début, cette diversification relationnelle. On a plein de relations aujourd'hui sans affection. Et je pense qu'il faut souligner que ça, c'est un changement qui est important et qui concerne vraiment les femmes au premier titre. C'est-à-dire que si on prend un point de comparaison au milieu des années du milieu du XXe siècle, on entendait encore à ce que les femmes soient vierges au mariage. Donc en fait, ce qu'on a observé sur du temps long, mais quand même, il faut le dire, c'est un droit acquis progressivement pour les femmes d'avoir de sexe non conjugal. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, et on le voit dans nos enquêtes. Une question qui revient beaucoup dans les enquêtes sur la sexualité, c'est de dire on peut avoir des rapports sexuels sans être amoureuse ou sans être amoureux. Pour les hommes, les gens qui sont d'accord, pour les hommes, ça ne change pas beaucoup. Pour les femmes, entre le milieu des années 2000 et aujourd'hui, il y a une augmentation très importante, notamment jeunes femmes qui disent « oui, on peut avoir des rapports sexuels sans être amoureux ». Donc là, on a vraiment une évolution qui est vraiment très, très importante. Donc, il faut voir en fait dans quel sens on regarde ce lien entre sexualité et conjugalité. La sexualité est très importante aujourd'hui pour la relation conjugale, mais le sexe est aussi émancipé de cette forme relationnelle. Merci Marie. Alors Gilbert, vous le voyez aussi, j'imagine ? Je vais répondre de façon courte en vous donnant 3 images pour répondre à votre question. Est-ce que amour et sexualité vont encore de pair ? C'était ça la question. Oui. Je vais vous donner une image poétique, une deuxième plutôt plaisante et la troisième gastronomique. L'amour et la sexualité, c'est comme la danse et la musique. Quand ils se rencontrent, ça peut être très joli, mais on peut danser en silence et s'éclater, et on peut écouter de la musique sans danser. L'amour et la sexualité, c'est comme le café et le chocolat. C'est très bon ensemble, mais le chocolat seul est bon et le café aussi. Et vous pouvez décliner sur toute la gastronomie, c'est comme le pain et le fromage, c'est comme le burger et les frites, etc. Donc voilà, c'est comme ça que je définis de maintenant. Est-ce qu'amour et sexualité vont de pair ? Ça veut dire qu'il ne faut pas se mettre la pression, ça veut dire que si on est amoureux et qu'on ne fait pas l'amour, c'est bien aussi. Qu'est-ce que vous en déduisez de cette comparaison que vous nous faites avec la gastronomie ? La réponse est toujours dans « est-ce que je suis épanoui comme ça ?» D'ailleurs, je vous rappelle qu'en matière de sexualité, on a essayé de définir
je ne sais pas si vous le savez, par exemple, en médecine sexuelle, on a énormément de difficultés, d'ailleurs je m'interdis de le faire, de définir ce que c'est un fonctionnement sexuel normal. En revanche, on est capable de dire qu'est-ce qui mérite soin, c'est-à-dire on est capable de vous dire là il y a une dysfonction, là il y a un trouble sexuel, mais je suis incapable de vous dire si c'est normal ou pas. Pour une raison simple, c'est qu'en matière de sexualité, il n'y a pas justement de normes qu'on peut définir, puisque c'est hyper variable. Et on a d'ailleurs cherché des critères. Par exemple, on s'est dit, est-ce que le fait d'avoir du plaisir sexuel, c'est un critère qui permet de dire que tout va bien? Eh bien non, ce n'est pas un critère suffisant. Est-ce que le fait d'avoir envie, est-ce que la fréquence des rapports sexuels? Il y a un seul critère, un seul qu'il faut retenir, c'est la satisfaction. Si ça me convient comme ça, c'est que tout va bien pour moi. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, quand on fait un travail de sexothérapie, un travail de médecine sexuelle, on n'a pas un objectif chiffré. Autant de rapports sexuels, autant de plaisir, autant d'orgasmes, une érection de 90% de sa rigidité, un orgasme qui dure X secondes et qui... On n'a pas ça. Il n'y a pas de notion de performance, finalement. Et d'ailleurs, les patients qui viennent, au début, ils disent « j'ai tel problème ». Je vous donne un exemple simple, c'est sur les difficultés à atteindre l'orgasme, par exemple, chez certaines femmes, ou l'éjaculation rapide. Et ils viennent, ils disent « je n'arrive pas à jouir, quand je fais l'amour, il y a telle difficulté, ou je jouis en 30 secondes, 10 secondes ». Quand ça va mieux, et qu'on leur dit « au fait, vous jouissez en combien de temps? Et est-ce que c'est facile pour vous d'avoir des orgasmes pendant les rapports ?» Ils doivent réfléchir pour répondre. Pourquoi? Parce que ils sont passés à un tel niveau de satisfaction que ce détail-là, qui s'est amélioré d'ailleurs entre deux quand même, ce n'est plus un détail, un objectif à atteindre. Et c'est pour ça que je dis cette notion de satisfaction et d'épanouissement est largement plus importante. Par exemple, on peut être amoureux de quelqu'un, faire l'amour une fois tous les 3 mois et être parfaitement épanoui dans la relation, comme on peut faire l'amour 3 fois par jour et être totalement non épanoui sexuellement. Vous me disiez aussi qu'il y avait aussi, notamment pour les jeunes, qu'il y avait une forme de... Il y en avait certains qui se disaient « mais moi je ne suis pas aussi beau que ceux que je vois sur les réseaux sociaux, les influenceurs qui ont une vie merveilleuse alors que tout ça c'est fake ». Mais bon, là... Regardez, nous ici, on poste quelque chose sur Instagram, on va poster une photo de nous ici pendant la réunion, sympa et tout. Vous regardez les influenceurs, ils sont sur une plage... en bikini, un corps comme ça. Voilà. Et vous me disiez, ça bloque un peu les gens aussi. Et beaucoup de personnes me disent, moi, je ne me trouve pas aussi séduisant, aussi beau, aussi joli, etc. Et c'est tout un travail aussi de rappeler que la séduction, c'est quelque chose de bien au-delà de la physique plastique. Si j'ai le temps, les résultats d'une étude passionnante, où on a demandé à des personnes de regarder les images de 10 autres personnes et de les classer de 1 à 10 par ordre de désirabilité. On leur disait, vous ne dites pas qui est joli, qui n'est pas joli, la personne que vous trouvez la plus désirable. On a montré d'abord juste la photo du visage, comme une photo d'identité. Il y avait un classement. Ensuite, on a montré une photo de la personne entière. Le classement a changé. Ensuite, on a montré une vidéo sans le son. Courte vidéo de quelques secondes. Le classement a changé. Ensuite, on a montré une vidéo avec le son. Avec le son, la personne qui parle, etc. Le classement a encore changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on doit investir quelque chose pour la séduction et si on doit se sentir séduisant, ce n'est pas du tout sur l'allure physique, c'est sur ce qu'on va dégager, ce qu'on va donner comme sensation sur notre attitude, notre comportement. Merci. Alors Stéphanie, pareil sur cette question et ensuite Benjamin avant de vous passer la parole. Alors sur cette question, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de dissocier la notion de sexualité et d'érotisme. Et qu'il y a une excitation du corps et il y a aussi une excitation du cerveau qui est très importante dans les rapports sexuels. Et puis d'un point de vue du corps, justement, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Quand le corps n'est plus d'accord » et je suis allée enquêter sur la sexualité et la santé. C'est très bon d'avoir du sexe. C'est très bon d'avoir des relations sexuelles à deux ou même seules. Et notamment, on voit, des études ont montré que la masturbation féminine, qui est un sujet encore très tabou, mais avait des effets très positifs sur les migraines, sur les douleurs articulaires. Donc, mesdames, utilisez la masturbation comme médicament. Et la sexualité aussi, la pénétration. C'est vrai que d'un point de vue féminin, on voit aussi que ça va maintenir de la santé parce que
si on connaît un peu l'anatomie du corps, eh bien, c'est connecté aussi au nerf vague. Et notre nerf vague, il est au centre de notre système parasympathique, qui est le système de décontraction du système nerveux. Donc finalement, de stimuler ces zones-là envoie un message jusqu'au cerveau qui va amener un état de bien-être et de confort. Et du côté des hommes, on a vu que 2 éjaculations par semaine aussi préservaient d'un certain nombre de troubles, notamment cardiovasculaires. Donc le sexe, c'est bon et il faut en profiter. Message est passé. Qu'est-ce que je rajoute à ça, moi Swipe. Non, enfin, nous, notre positionnement chez Tinder, c'est de dire, en fait, on n'est personne pour juger la direction d'une relation, que ce soit un plan cul d'un soir, de 2 soirs, de 3 soirs, enfin, un mariage ou autre. Donc, on a toujours ce principe-là que, oui, amour et sexualité vont ensemble. Nos 2 points les plus importants, c'est il faut que ce soit dans le respect et évidemment consenti. Donc c'est un travail qu'on fait beaucoup dans l'application, qu'on utilise comme vecteur marketing, où on bosse avec énormément d'assauts, notamment Consentis, qui est une association qui s'occupe d'éduquer les jeunes sur le sujet du consentement dans les milieux festifs, et notamment les techno-parties, où chaque mois dans Tinder, vous voyez une carte entre les profils qui vous explique justement les 5 piliers du consentement, très pratique pour éduquer les jeunes hommes. On le fait aussi notamment sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. Je pense que, est-ce que quelqu'un peut lever la main s'il connaît le 114 ? Ouais, voilà. Donc on fait aussi des campagnes sur Tinder avec le gouvernement où en fait on appelle ça screenshot les numéros utiles, où on engage les jeunes à screenshotter une carte qu'ils voient dans l'app où vous avez 3 numéros qui sont à connaître, évidemment le 17 la police, le 3919 qui est le numéro d'appel si vous êtes témoin ou victime de violences sexistes et sexuelles, et le 114 qui est pour les personnes malentendantes, mais aussi pour les femmes qui sont dans un foyer où le compagnon est à côté. Donc forcément, appeler, c'est un peu complexe. Donc c'est nous, cet aspect-là qu'on va avoir dans l'app, qui est de justement comment on peut éduquer une jeune génération sur, oui, le sexe, c'est top, mais à partir du moment où il y a un certain nombre de règles, parce que là, il faut parler de règles, donc le consentement et du coup le respect de la personne. Merci beaucoup. Je vais vous passer la parole à toutes les deux. Donc, nous avons Marie-Chiara et Héloïse. Donc, toutes deux, vous êtes étudiantes en journalisme à l'école ISCPA, le groupe Ingencia, et vous avez préparé 2 questions à nos intervenants. À vous la parole. Oui, alors bonjour, vous avez répondu à beaucoup de nos questions déjà, donc on a dû improviser. Donc pensez-vous que les relations dites situationships vont-elles évoluer en devenir la norme dans notre société à venir? Alors, qui souhaite répondre? Que ce soit ce type de relation ou d'autres, je pense qu'il n'y aura plus un type de relation qui sera une norme, mais qu'il y aurait des repères. C'est-à-dire je pense qu'à l'avenir, on va sortir de la notion de norme et on va aller vers la notion de repère. Vous avez tel type de situation et vous choisissez. Mais je pense qu'aucune ne deviendra la norme. Sinon, on tombera exactement dans le piège inverse, c'est-à-dire on serait sorti d'une norme, celle de la relation hétérosexuelle normée, pour aller dans une autre norme, alors que le mouvement, c'est justement de sortir d'une norme. Oui, Marie. Oui, ça dépend de ce qu'on veut dire par norme, parce qu'il y a normes statistiques et normes sociales. En fait, comme je disais, pour l'instant, ces formes de relationnel sont beaucoup plus rares que des relations de couple. Et je ne pense pas, dans le temps proche, que le situationship va remplacer le couple. Le couple a une histoire longue, matrimoniale, qui nous s'en est émancipé, mais quand même, la conjugalité est toujours vraiment très, très forte, donc statistiquement et socialement. Après, je pense qu'aujourd'hui, parce que nos vies sont devenues plus complexes, il faut regarder les âges, parce qu'il y a des normes d'âge très différents. Et lorsque quelqu'un a 20 ans, on ne s'attend pas forcément que la personne soit en couple cohabitant. Aujourd'hui, il peut même avoir des parents qui se disent « c'est un peu tôt ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de volonté des parents à ce que les jeunes vont dans la conjugalité. C'est très différent à 35 ans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment dans certains milieux sociaux, mais pas tous, il y a une forme d'attente à ce qu'on vive des expériences
pas forcément que des situationships, mais des expériences relationnelles. Donc à 22 ans, c'est tout à fait normal et attendu d'avoir ce type d'expérience. À 32 ans et à 42 ans, c'est un peu différent. Après une séparation, tout le monde s'attend à ce qu'on reste célibataire un peu. Il ne faut pas se jeter dans une nouvelle relation, donc le célibat accepté. Un célibat qui dure est beaucoup moins bien accepté. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment qu'on regarde, il faut adopter une approche biographique, c'est-à-dire on ne peut pas dire que ça c'est la norme, parce qu'à 22, 42 et 62 ans, on va forcément avoir des attentes différentes. Je pense qu'on va aussi commencer à établir les relations en fonction d'un pacte relationnel au départ. Donc avant, on avait couple, et couple, ça voulait dire des choses. Et aujourd'hui, on va se dire, OK, dans notre relation, qui est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui ne l'est pas? Avec quoi je suis à l'aise ou avec quoi je ne suis pas à l'aise? Donc ça va se déterminer dans le cœur de deux êtres. De dire, par exemple, moi, je ne suis pas pour l'exclusivité sexuelle, ok, c'est un aspect. Moi, j'ai besoin qu'on se voit au moins une fois par semaine, ok. Moi, j'ai besoin de savoir que financièrement, tu es sécurisant, ok. Enfin, il y aura tous ces aspects-là. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est assez troublant dans la jeune génération, c'est d'être très au fait de plein de sujets et d'être aussi beaucoup dans l'anticipation. Donc, on va créer autrement, et le pacte relationnel, plus il sera clair, plus on pourra naviguer les flous, justement, de ces situationships ou de ces nouveaux types de liens entre les êtres. Benjamin ? Je rajoute une chose, c'est que quand on prend un peu de recul sur le sujet des relations, pour être dans une situationship, il faut être deux. C'est toujours dans ces situations-là, s'il y en a toujours un qui va blâmer l'autre dans le couple et l'autre veut blâmer l'autre. Mais en fait, est-ce que les deux ont une conversation ou ont quand même eu le courage de dire « ça ne me convient pas ». Je ne suis pas OK avec ça. Et c'est ça, en fait, pour moi, un peu le problème. C'est que beaucoup de gens ne vont pas forcément avoir le recul sur eux-mêmes de se dire, en fait, quelles sont mes envies, mes attentes et mes besoins? Est-ce que cette personne correspond à ce chapitre-là? Et si cette personne ne correspond pas, avoir le courage de quitter la relation. Et donc, rester dans une situationship, c'est aussi l'accepter. Et donc, pour moi, la faute, je me suis déjà retrouvé beaucoup de fois dans des situationships et en fait, je me suis dit, la seule personne qui en fait est coupable de ne pas s'écouter, c'est moi-même. Merci. Vous avez une autre question, je crois. Ah oui. Bonjour, Benjamin Puy-Grenier. Vous avez tout à l'heure souligné très justement qu'aujourd'hui, on avait de plus en plus de pression à se mettre en couple. Pardon, mon micro vient de lâcher. Ok, c'est bon. Et surtout qu'on cherchait non pas son partenaire, mais maintenant sa moitié. Est-ce que ça ne traduirait pas un mal-être qui est plus généralisé et qui va au-delà des relations pour concerner des individus qui se sentent de plus en plus facilement seuls et même incomplets sans l'autre? Une vraie bonne question. C'est un sujet sur lequel je bosse, sur essayer de comprendre d'où vient cette traduction-là de la moitié. Et il y a 50%, pour être honnête, qui vient de l'influence des séries, des comédies et des films, où si tu n'as pas la moitié, tu n'es personne. Et il y a une autre influence, et encore une fois pour moi, l'exemple des parents, ou du patriarcat, encore une fois, où pour accéder à un certain vecteur de réussite, il fallait être deux. Il y a un expert du dating avec qui on bosse beaucoup au UK qui s'appelle Paul Bronson, qui présente aussi Love is Blind là-bas. Et en fait, il nous expliquait que sa mère, elle a grandi dans un petit village en Afrique, et en fait, elle avait le choix entre 5 hommes. Et sur ces 5 hommes, du coup, il y en avait déjà 2 de mariés. Il y en avait un, c'était le cousin, l'autre, c'était le frère, et puis il restait que du coup une personne dans le village. Et donc, elle a vécu ça, et moi aujourd'hui, quand je vois l'autre partie du puzzle, c'est de dire, je travaille chez Tinder, où en fait, tu as accès à énormément de personnes, donc du coup, c'est clairement un supermarché. Et donc, dans ce supermarché-là, l'objectif pour nous, c'est d'arriver à dire comment on essaie de passer un message à la jeune génération, que dire que quand vous arrivez sur Tinder, il ne faut absolument pas chercher une moitié, il faut chercher à comprendre qui vous êtes. Parce que moi, mon parti pris personnel, c'est que c'est en rencontrant les autres qu'on se rencontre soi-même. Et donc le dating est assez intéressant, puisque quand vous rencontrez d'autres personnes, vous arrivez à comprendre, à vous dire, en fait, je ne veux plus jamais de ce type-là, les radins, c'est no-go. Et donc on arrive à formuler un tout petit peu plus que quand on se connaît soi-même et qu'on est bien avec soi, tu ne cherches plus une moitié parce que tu es déjà complet. Donc je pense que c'est un sujet qui mérite des vraies recherches, pas des recherches à la Tinder, mais un vrai sujet de dire pourquoi sociétalement ce truc de la moitié est là et comment on l'annihile, parce que
je vais finir par rembourser des abonnements chez les thérapeutes quand même. Si... On n'en est peut-être pas là. Bon, allez-y tous les trois. Puis il y a un aspect sociologique qui est intéressant à prendre en compte justement, qui est lié aux attachements. Donc, les attachements, ça a été évoqué dans les années 50 par un psychiatre qui s'appelle John Bowlby en anglais, et qui avait déterminé 4 formes d'attachement, dont un attachement sécure, qui est l'attachement souhaitable pour avoir des relations qui soient saines et sécurisantes. Et les personnes qui ont un attachement sécure ont considéré que c'est à peu près 50% des personnes ces dernières années, mais là, dans la jeune génération, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'attachements insécures. Notamment probablement aussi du fait de l'explosion des divorces, qu'il y a beaucoup de relations entre des parents séparés qui se sont très mal passées, donc c'est très insécurisant pour les enfants. Et simplement pour comprendre cet aspect-là, quand on a un attachement insécure, en effet, on va projeter quelque chose qui n'est pas sécurisant dans la relation. Donc on va toujours chercher à se positionner face à l'autre, non pas à se connaître face à l'autre. Et il y a un autre problème, c'est que ces attachements insécures amènent aussi beaucoup de gens à renoncer à la relation, à trouver qu'ils sont mieux tout seuls, à considérer que finalement l'autre, il nous emmerde et que moi, ça c'est ma limite, mais en fait c'est pas ma limite, c'est mon incapacité à gérer la relation avec l'autre. Il y a des personnes qui sont ingérables, bien entendu, mais aujourd'hui, petit à petit, il y a cette espèce de recul et de cette peur. Donc simplement pour déterminer les 3 attachements qui sont des attachements insécures, pour comprendre un peu comment ils se traduisent dans le schéma amoureux, on a l'attachement évitant. Donc l'évitant, il a eu un parent qui souvent a fait passer les autres avant lui, donc qui faisait davantage attention à son image sociale, qui se souciait du qu'en dira-t-on, et puis finalement l'enfant, il était un peu laissé pour compte. Et c'est un enfant qui a appris à devenir très indépendant, très jeune, et qui s'est beaucoup coupé de ses émotions, donc qui a appris à ne plus sentir parce que ça devenait beaucoup trop douloureux. Donc les évitants dans la relation amoureuse, ils sont toujours un peu sur le départ. Ou c'est le cavalier solitaire, celui qui veut jamais véritablement s'engager. Ou c'est celui qui a l'ex un peu fantôme, donc qui est là dans la relation, mais qui est quand même un peu amoureux ailleurs. Et c'est une personne qui va croire qu'il y a un prince charmant ou une princesse charmante. Aujourd'hui, des évitants, on en a énormément. Et cette notion de moitié, parce que quand on se dit qu'on veut trouver sa moitié, a priori, il n'y a pas 10 moitiés. Alors que quand on a un attachement sécure, on dit il y a des dizaines de personnes avec qui je pourrais construire une relation d'amour, et c'est même pas le sujet. Ensuite, il y a l'attachement anxieux. Donc les anxieux, c'est ceux qui sont toujours avec cette sensation de ne pas mériter l'amour, qui se posent toujours des questions, qui observent. En fait, ils ont une espèce de vécu émotionnel de la relation qui est hyper angoissant, parce qu'ils analysent tous les faits et gestes. Ils se disent, ah bah là, la réaction n'a pas toujours été comme d'habitude, donc peut-être que la personne va me quitter, ou qu'elle voit quelqu'un d'autre, ou donc c'est d'être toujours comme ça sur ses gardes. Et l'anxieux, la problématique aussi dans la relation, c'est que c'est quelqu'un qui va créer en permanence des disputes. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de rattraper le lien. Donc la dispute sert à décharger son anxiété et à savoir si l'autre est vraiment attaché à lui. Donc quand vous avez quelqu'un qui a des disputes à répétition, en fait, il a simplement besoin d'être rassuré. C'est pas nécessairement quelqu'un qui est chiant, c'est quelqu'un qui est... Ça peut aussi. Bien sûr, mais en voyant ça de façon plus profonde sur ce qu'il active. Et le dernier, c'est le désorganisé. Alors, le désorganisé, c'est un enfant qui a connu du traumatisme dans son enfance, et son parent, qui devait être sa figure de sécurité, était aussi une figure d'insécurité. Donc, qui pouvait le violenter physiquement, psychologiquement. Et quand on a un attachement désorganisé, on peut être amour fou, et derrière, boum, les montagnes russes émotionnelles, et devenir hyper agressif. Voilà. Donc, cette notion, elle est vraiment clé pour saisir vers quoi aussi on va se diriger en termes de relationnel. Pas simple quand même dans les 3. Brièvement, Gilbert, oui. Brièvement, une des choses qui fait qu'on a toujours l'impression qu'on est en quête de cette moitié. Tout à l'heure, tu as parlé génération Amazon, moi je dirais, et Uber, etc. On est aussi dans une société, ou génération si vous voulez, où on répare beaucoup moins et on change beaucoup plus. Je dis souvent, ma mère, elle a le même frigo depuis 25 ans, moi je suis à mon 12e. Et on a pris l'habitude de le faire pour tout, y compris pour les relations amoureuses, y compris pour la relation sexuelle. Si ça ne va pas dans cette relation, on change. Et d'ailleurs, grâce à Tinder, on se dit, je peux trouver, donc je peux changer. Quand je sais que si je me sépare maintenant, non, en fait, je vais peut-être mettre 10-15 ans à re-rencontrer quelqu'un, et que j'ai les moyens, je sais comment on fait pour réparer, je vais peut-être un peu plus réparer la relation que changer en espérant à chaque fois trouver mieux, en fait. Marie ?
Oui, alors du coup, d'un point de vue sociologique, ça va être une réponse un peu différente. En sociologie, on peut distinguer l'amour, c'est deux choses. C'est une pratique, mais c'est aussi un récit. Donc la pratique, c'est ce qu'on vit, ce qu'on expérimente quand on est amoureux, amoureuse. Et ensuite, il y a le récit. Donc ça, c'est toutes les productions culturelles, la manière dont on s'imagine l'amour, et ça peut être assez décalé avec le fait comment ça se passe statistiquement, etc. Alors l'amour comme récit, effectivement, on peut distinguer un certain nombre. Les historiens ont beaucoup travaillé là-dessus. L'amour romantique, c'est la singularité. On peut se dire qu'il y a cette personne et personne d'autre. Il y a l'idée de hasard et l'amour aveugle. Ces imaginaires ont plutôt perdu en force au fil de ces dernières décennies. Mais il y a un autre imaginaire amoureuse qui reste très forte, c'est l'idée de l'âme sœur ou la moitié. Et c'est cette idée qu'en fait, il faut de la compatibilité. Et effectivement, les algorithmes et les nouvelles technologies ajoutent à ça une idée que je pense par ailleurs assez fausse, mais c'est un récit amoureux, qu'il faut trouver forcément quelqu'un qui nous correspond, comme si c'était une équation, et que moi je suis comme ça, avec ces traits de personnalité comme ça, etc. Du coup, il me faut quelqu'un qui est comme ça. Et ça deviendrait un peu une formule chimique qu'il faudrait trouver. C'est pas ça qu'on observe. Je pense que c'est une description fausse, mais ce récit reste très fort par rapport à d'autres récits amoureux qui ont pu exister et peut-être perdre un peu en force finalement. Ouais. Merci. Alors, vous avez été tous très patients et vous avez bien écouté. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos différents intervenants? Alors, il y a des micros. Oui, madame. Si vous pouviez vous présenter ou votre prénom. Bonjour, je m'appelle Victoire. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était très chouette et super intéressant. Moi, j'avais une question, notamment sur la perception de la remise en question du couple. C'est-à-dire que, Gilbert, tout à l'heure, vous disiez, de plus en plus de personnes créent leur façon de faire un couple, créer leurs propres repères, plutôt que c'est la personne qui va venir s'adapter au cadre et au moule du couple qu'on connaît. Personnellement parlant, moi, cette remise en question du couple, je trouve ça super chouette, parce que ça veut dire que je peux créer des manières de faire couple autant de fois différentes que de personnes que je vais rencontrer différentes. En revanche, j'avais une question surtout sur est-ce que vous pensez qu'il y a une différence de perception entre les hommes et les femmes? C'est-à-dire que, est-ce que les hommes, par exemple, se sentiraient plus mal à l'aise à l'idée de remettre en question cette notion de couple par rapport aux femmes? Ou est-ce que c'est à peu près la même chose? Selon vous, d'où ça vient? Parce que, par exemple, moi, j'ai des amis qui peuvent très bien me dire moi, je comprends pas, le couple, ça fonctionne comme ça et je suis pas prêt à sortir de ça, etc. Et en règle générale, ça vient des hommes, mais je voulais savoir s'il y avait une différence. Merci beaucoup. Merci. Alors, si on veut prendre plusieurs questions, tous les quatre, je suis désolée, je vous ferai pas répondre tous les quatre parce que sinon ça va, voilà, l'heure tourne. Si quelqu'un, vous étiez parti, allez Gilbert, et puis peut-être une autre personne et on prendra d'autres questions par la suite. J'ai cru pendant très longtemps qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes, mais sur les dernières années, je me rends compte que c'était une erreur et qu'il faut regarder plutôt la personnalité. Et d'ailleurs, c'est vrai en tout. En matière sexuelle, par exemple, je vois des hommes qui consultent en disant j'ai un problème de libido, et quand on explore, son problème, c'est que quand son partenaire ou sa partenaire passe devant lui à moitié dénudé, ça ne lui provoque rien. Par contre, il a une libido qui va se réveiller parce qu'il vit un moment un peu plus émotionnel, un peu plus intense, etc. Et il a tellement entendu que c'est un truc féminin qu'il pense que lui, il a un problème. Donc c'est pour ça que maintenant, je ne mets plus... Enfin, pour la notion du couple, ça dépend vraiment de la personnalité. On a dit qu'on a la possibilité de dessiner le couple comme on le souhaite. Quand on donne de la liberté à plein de monde, la liberté peut être angoissante pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont vous dire « Oui, mais je fais quoi? Fais comme tu veux, mais moi, je ne sais pas ce que je veux. » Donc, c'est des personnes qui vont dire « Non, moi, j'ai besoin de ces règles, j'ai besoin de ces repères. » Et il n'y a aucun problème. Le problème venait du fait que ça soit imposé à tout le monde. Donc, par exemple, sexuellement, quand on dit à quelqu'un « Mais il n'y a pas de normes, fais comme tu as envie. » Je ne sais pas de quoi j'ai envie. Bon, on va travailler le fait que vous fonctionnez d'une façon où vous avez besoin qu'on vous dise, qu'on vous guide un peu. Il n'y a pas de problème avec ça. Et je pense que c'est ni féminin, ni masculin.
Parfois, c'est juste, si je ne fais pas comme mes parents ont dit, oh là là, comment je vais aller les voir? Là, ils ne vont plus jamais me parler. Parfois, c'est que ça. Parfois, c'est nous-mêmes. J'ai besoin de repères. Typiquement, c'est des personnes à qui vous dites, va demander quelque chose, tu peux me rendre un service, allez demander, oui, et s'il me répond ça, et s'il dit ça, elle a besoin de repères. Et il y a d'autres personnes qui y vont, et sur la route, ils disent, en fait, je vais demander quoi, moi? Je ne me souviens plus. Voilà. Et typiquement, c'est ce qui va se passer dans le couple, donc il n'y a aucun problème, mais je pense que ce n'est pas une différence homme-femme, c'est une différence éducation et personnalité. Merci. Est-ce que l'un des trois autres, non? On peut prendre une autre question si vous le souhaitez. Bah alors, je suis déçue. Oui, très bien. Alors merci, c'était passionnant. Moi, c'est Charlotte, je suis sexologue et bien connue de Gilbert. Si chacun d'entre vous, très brièvement, pour le temps, pouvait synthétiser l'élément clé à retenir ou le conseil pour un amour épanoui à défaut ou épanouissant à défaut d'être parfait. Oui, parce qu'on est bien d'accord que le titre parlait d'amour parfait, mais c'est absolument impossible. Très bien. Bah, écoutez, pourquoi pas. Alors, juste avant de passer la parole à nos invités, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Et à ce moment-là, on les rassemble. Et peut-être que justement, votre question, ça pourrait être en guise de conclusion. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui souhaitent... Oui, madame. Bonjour. D'accord avec tout ce que vous avez dit en tant que coach sur le développement personnel, se connaître avant de pouvoir faire quelque chose avec l'autre, etc. Moi, je suis une femme de plus de 55 ans, j'ai plutôt une vie très très libre et très peu engagée. Je le dis par rapport à mon look et mon âge. Et à la question que je vais poser, qui va pour le coup paraître un petit peu tradie. Est-ce que plus de choix améliore le choix? Aujourd'hui, à 56 ans, j'ai des vrais doutes. Parce que plus on a de choix, plus on a de référents. Donc il y a le mec qui était le plus drôle, il y a celui qui était le meilleur coup, il y a celui qui était le plus sympa, il y a celui qui était le plus généreux. Et ça fait un portrait robot qui peut être complexe. Et en tout cas, moi, c'est là-dessus que je travaille aujourd'hui, mais j'aimerais vous entendre. C'est une très bonne question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Où on laisse nos intervenants répondre. Donc d'abord à celle de madame sur le choix. Qui souhaite répondre? Comme ça rejoint un peu ce qu'on disait, je me permets. Gilbert? Quelqu'un qui est dans une période de vie où il a besoin de liberté, plus de choix, c'est top. Quelqu'un qui est dans une période de vie qui cherche plutôt une sorte de stabilité, en a besoin, plus de choix risque d'être plutôt perturbant. Quelqu'un anxieuse, quand il faut prendre des décisions, plus de choix, va poser problème. Vous avez des personnes, par exemple, quand vous leur dites, vous arrivez... C'est une question que je vous pose comme ça, vous répondez chaque personne dans sa tête. Vous êtes sur la route, au bout de la route, ça se sépare. Une va à droite, une va à gauche. Vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer, à droite ou à gauche. Vous prenez laquelle? Vous avez des personnes qui disent, je vais à droite, de toute façon, j'en sais rien, on y va. Vous avez d'autres personnes qui disent, attends, je m'arrête un peu, je demande, je pose des questions, etc. Et ça... Et ceux qui vont tout droit? Il y a ceux qui vont tout droit, il y a ceux qui s'arrêtent, qui rentrent. Ils disent, c'est bon, s'il faut choisir, moi je me casse. Et il y a ceux qui vont aller demander, il y a quoi? Mais on est sûr que quelqu'un est déjà passé par là, il sait, etc. Et c'est pour ça que je dis que c'est plus en fonction, et d'ailleurs dans mes consultations, j'explore d'abord la personnalité. Comment tu fais des choix? Comment tu fais dans la vie de tous les jours? Exemple tout simple, c'est une question que je pose aussi à mes patients. Est-ce que tu vas aller acheter des chaussures? Tu regardes quoi? La personne qui dit, je regarde, j'essaye, si c'est joli, je regarde aussi si ça tient, je regarde si c'est à la mode. La personne qui me dit, je sais pas, j'ai besoin de chaussures, moi, je regarde, il y en a une qui me plaît, je la porte, mais s'il y a un défaut, il y a un défaut. Voilà. Et il y a d'autres personnes qui disent, non, s'il y a un défaut, moi, non, je vais la revenir. Donc ça fait partie. Et c'est pour ça que je dis que le fait d'avoir un choix ne doit pas être une obligation, c'est une possibilité. Et les personnes qui ont besoin d'être guidées dans leur choix, c'est une possibilité aussi. Et donc, moi, ce que je trouvais néfaste, c'est le fait de ne pas avoir le choix. Mais je ne dis pas qu'il faut que tout le monde ait le choix, parce que ça peut être très, très angoissant pour certaines personnes. Sur cette notion de choix, il y a une autre notion, et je travaille beaucoup sur le choix en ce moment. Je trouve que choisir, c'est renoncer, alors que décider, c'est maîtriser.
Et c'est toute la problématique qu'on a aujourd'hui, et j'aime beaucoup cette phrase qui, je pense, appelle à beaucoup de réflexion, c'est que ce qui est important, c'est de décider avant de ne plus avoir le choix. Parce que les regrets qui sont liés au choix, quand on n'a pas la capacité de prendre cette décision, c'est qu'on ne se met pas pleinement dans quelque chose. Si, par exemple, je prends des études, vous ne choisissez pas un type d'études, vous n'avez pas décidé, bah tiens, finalement, je vais être médecin, donc je prends cette voie-là, et vous vous engagez dans quelque chose. Et je trouve que l'engagement n'est pas nécessairement dans la relation, mais en fait, ça permet de ne pas être dans le regret, dans la frustration, et d'avoir cette sensation de « c'est voilà, la direction que j'ai prise ». Et enfin, c'est ce que je vous disais sur de décider avant de ne plus avoir le choix. Très souvent, on a justement une multitude de choix. Donc, on fait le choix de consommer plein d'aliments gras. Et puis, un jour, les kilos qu'on arrivait à gérer jusque-là, on n'arrive plus à les gérer. Et on se retrouve toujours, je trouve, dans la vie, confronté à cette notion d'un moment, quand on n'a pas pris de décision, et ben, on se trouve à ne plus avoir le choix. Marie ? Oui, alors du coup, une réponse un peu décalée de point de vue sociologique, on peut dire, est-ce que plus de choix change le choix de partenaire? Maintenant, on a beaucoup de données, notamment à l'INED, on peut regarder en fait quels sont ces couples, par exemple, qui se forment sur des applications de rencontres où forcément il y a eu beaucoup de choix et finalement il y a eu un choix de partenaire ou des personnes qui se sont connues leur conjoint dans le voisinage ou des contextes où de fait la sélection était peut-être moins forte. En fait, les couples qui se forment sur les applications ne sont pas significativement différents des autres couples. La manière de se rencontrer est très différente, l'expérience de la rencontre est très différente, mais le produit final est étonnamment peu différent des autres couples. Donc effectivement, c'est une autre manière de répondre. Effectivement, le plus de choix change la manière de vivre la rencontre amoureuse et sexuelle, mais c'est intéressant de constater que en fait, ça n'a pas forcément beaucoup d'impact sur les caractéristiques des partenaires et la composition des couples. Alors Benjamin, vous, ce sera les deux sujets sur la question de choix et cette petite, ce que me demandait Madame, sur un peu le résumé, alors très rapide parce qu'il est déjà 13h. Ensuite, tous les quatre. Sur la question du choix, en travaillant chez Tinder, où en fait on dit tous les jours que c'est un énorme supermarché, moi je suis un peu confus sur cette question-là, parce que sur Tinder, on a deux options. Il y a soit tu décides de voir tout le monde, donc effectivement c'est le supermarché, parce que nous on a enlevé les filtres. Donc vous pouvez pas dire je cherche une femme blonde aux yeux bleus qui travaille dans la finance, ça vous pouvez pas le faire, vous pouvez le faire sur d'autres applications de rencontres. Et on l'a pas fait ce choix-là parce qu'on sait qu'on est à l'origine d'une augmentation du nombre de mariages interraciaux en ayant enlevé les filtres sur Tinder. Mais sur cette question-là, on a fait une autre option qui était vraiment un feedback assez fort de la part des femmes qui nous disaient vous faites chier à votre supermarché. Donc on a créé une option qui s'appelle Incognito et qui permet aux femmes d'être uniquement vues par les hommes qu'elles ont mis à droite dans le panier. Donc du coup, ça réduit considérablement l'effet de supermarché. Il y a un effet de sélection. Et dans les études qu'on a fait après le lancement d'Incognito, entre la version où en fait je décide avoir moins de choix et la version plus de choix, les femmes reviennent automatiquement à la version plus de choix parce que du coup, ça donne une impression que se cacher, c'est faire un choix. Alors en fait, le but d'être sur Tinder, c'est de découvrir plein de personnes qui sont totalement différentes. Donc nous, dans nos études, on a été un peu contrebalancé de dire, en fait, on propose deux options différentes de choix, soit trop, soit pas assez, mais au final, il n'y a jamais de juste milieu. Donc c'est une question auquel moi, je ne sais pas sur le choix, mais sur la partie renoncer, je suis totalement d'accord. C'est que nous, on met à disposition un produit, après, c'est aussi aux gens de les utiliser et de faire leurs propres expériences avec à partir du moment où elles ne prennent aucun danger. Sur le message principal que vous souhaitez faire passer. Ouais, sur le message principal, je dirais que les applications de rencontre, c'est super, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser et surtout ne les utilisez pas quand vous sortez d'une relation. C'est les pires choses que j'ai vues en termes de comportement, c'est les gens qui sortent d'une relation et qui se jettent sur des applications de rencontre pour effectuer leur rebond. Rebondir sur quelqu'un, je trouve que c'est odieux. Par contre, rencontrer de nouvelles personnes en expliquant très clairement qu'elles sortent d'une relation et qu'elles ont peut-être envie de simplicité, d'éphémérisme ou autre, ça, c'est un peu mon modèle à moi. J'aimerais bien que les gens, à un moment, prennent conscience que
les applications de rencontre, c'est un peu comme dans la vraie vie, et que quand on va au bar et qu'on rencontre quelqu'un, on est hyper respectueux de la même manière qu'on devrait l'être sur Internet. Et donc ça implique le même respect qu'on est sur une plateforme de rencontre, donc on ne vient pas quand on s'est séparé de son ex la veille. Très bien, merci beaucoup. Stéphanie? Connaître ses besoins, apprendre à connaître ses besoins. Souvent, on est un peu à côté de la plaque et on les connaît mal. Et je pense que ça nous permet de tisser quelque chose avec un partenaire à qui on saura aussi partager ces besoins-là. Merci Gilbert. Je vais le résumer avec une phrase de Gibran Khalil Gibran. Vous êtes comme une barque, vos passions, vos amours sont le voile, et votre raison, c'est le gouvernail. Sans le voile, vous n'irez nulle part. Sans le gouvernail, vous irez n'importe où. Le jour où on trouve cette combinaison entre raison et passion, on trouve, si on sent que les deux fonctionnent ensemble dans cette relation, c'est que c'est la bonne relation. Merci Marie. Oui, en tant que scientifique, je ne vais pas donner de conseils, donc c'est un discours empirique et pas normatif, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de discours sur la sexualité. On a dit que le jeune n'était que sur Tinder, maintenant on dit qu'il ne l'utilise plus, on a dit que c'était une jeunesse hyper sexuelle, maintenant on dit que les jeunes ne couchent plus. Donc en fait, il y a beaucoup de discours médiatiques et je pense que comme c'est l'ambiance de l'époque, il faut aller chercher s'informer. Et maintenant, voilà, il y a aussi des manières de s'informer sur la sexualité, distinguer le vrai et le faux. Et j'espère que voilà, ça peut éclairer aussi le débat public de se dire, en fait, c'est quoi qui est nouveau, c'est quoi qui change. Et ça, c'est nous en tant que citoyens en général, mais la sexualité en fait partie. Voilà. Comme sur tous les sujets, attention aux fake news. Pensez aux fêtes de Noël aussi et à ce qu'il faut dire et ne pas dire. Désolé pour Tinder parce que vous aurez moins de connexion, mais c'est vrai que voilà. Merci à tous, en tout cas, merci à vous quatre, c'était passionnant. Et j'oubliais, pour ceux qui veulent avoir le livre dédicacé, rendez-vous dans la bibliothèque, qui est donc, je crois, à l'étage du dessous. Librairie, pardon. Bravo. Ah ouais. C'est pas mal. Bravo.